On a un super top cette année, mais je pense vraiment que le top 1, il va vraiment diviser, quoi. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans cet épisode spécial de la nuit des sorties, le top film 2025, pour cette année 2025, voilà, le fameux top film de l'année. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, on est heureux aujourd'hui puisqu'on parle des bons films de l'année. Donc voilà, on va pas trop s'énerver, on va vous dire ce qu'on a aimé. On va avoir des étoiles plein les yeux. Oui, plutôt, parce que voilà, on a fait un top. C'est le top de fin d'année. On a fait un top commun, quoi. Donc après, je sais pas comment trop le définir parce que on fait un top à deux, ce qui n'a pas trop de sens. Et du coup, bon, on sélectionne, on essaye de faire un truc où on a sélectionné un peu nos films préférés de l'année et on les a mis dans un ordre où j'ai calculé des choses qui sont pas très, qui sont pas très crédibles mathématiquement. Mais bon, on a réussi à faire un top de nos films de l'année, quoi, tous les deux. Et ouais, bah voilà, et qu'est-ce que t'as pensé globalement de cette année de cinéma, Ista ? Je sais que sur les 6 premiers mois, pour moi, ça a été compliqué. Même on en avait parlé en off, on disait putain, ça devient compliqué et tout. J'étais souvent déçu, mais il y a eu quelques trucs cool quand même. Mais je sais pas, j'ai l'impression que la deuxième partie, plus la fin d'année, est plus réussie que la première partie de l'année. J'ai l'impression qu'il y a plus de choses marquantes en fin d'année qu'en début d'année, en tout cas. Ouais, bah après moi, le tout début d'année, j'aimais beaucoup. Enfin, il y avait beaucoup de films que j'aimais bien, et puis après il y a un creux. Je sais plus si c'est arrivé mars, avril, où là j'avoue que c'était compliqué au cinéma, même si moi je vais voir beaucoup de films, donc forcément il y a des films que j'aime bien, mais il y avait une majorité de films que j'aimais pas, et puis ça m'a rattrapé au niveau de l'été. Je sais plus trop quand, où là j'ai commencé à dire ah oui, en fait il y a quand même pas mal de propositions et de films que j'aime bien, et puis ouais, vers la fin de l'année il y a des merdes, et voilà, et il y a des films que j'ai adorés. Donc en fait, comme chaque année, à chaque fois à la fin de l'année je me dis bon bah en fait finalement il y a eu des grosses merdes et il y a eu des films que j'adore en fait. Donc en fait comme chaque année je me dis bon en fait non, en fait chaque année il y a des bonnes propositions et il y a des propositions horribles qu'on reviendra là-dessus la semaine d'après, puisque voilà, là on est du côté des tops. Et avant de commencer, voilà, je me permets, n'hésitez pas à liker, à mettre les 5 étoiles parce que ça nous aide beaucoup, voilà, pour le podcast, pour le référencement. Et ouais, Ista, on a un top assez diversifié sur plusieurs trucs, voilà, on va y revenir tout de suite. Je pense que le top 1, voilà, il peut faire débat. Je pense que le top 1 va pas plaire à tout le monde, mais voilà, nous on l'adore le film. Et bah Ista, je te propose de commencer et de partir directement au top 10. Eh bien oui, on peut y aller. J'ai jamais vu un truc pareil. De toute ma vie. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Weapons ou Évanoui en français, voilà, un bon titre français de Zach Cregger, voilà, qui nous a donné Barbarian. Et c'est toi, Ista, qui l'a mis dans ton top. Il est 5e de ton top. C'est vrai. Et bah voilà, Weapons, c'est quoi ? Bah c'est le portrait, en fait, un portrait de l'Amérique. C'est marrant parce que ça va beaucoup revenir, je crois, dans nos films, les portraits de l'Amérique. Et c'est l'histoire d'enfants qui disparaissent. Voilà, c'est un espèce de film d'horreur, comédie horrifique où des enfants disparaissent et on a un petit portrait de cette communauté à la Magnolia. Voilà, on va suivre plusieurs personnages. Et Ista, bah c'est toi qui l'as mis dans ton top. Donc pourquoi est-il dans ce top ? Bah, je considère que c'est un des films qui fait partie des films marquants de l'année. Voilà, c'est un film en tout cas qui m'a marqué. Moi, j'y pense encore souvent quand même. Donc ouais, moi je trouve que c'est un gros film. Je trouve que c'est une confirmation pour Zach Cregger aussi après Barbarian. Pour moi, bah c'est réussi. Donc je suis plutôt content de ce qu'il a fait. Et ouais, moi, bah Gladys, voilà, le personnage dont tout le monde a parlé. Oui, bah moi sur moi ça a marché. Après, je sais pas si on spoil ou pas sur le coup. Essaye de pas trop, mais bon, dis ce que t'as aimé quand même dans le film, quoi. Ouais, enfin les points de vue des personnages, tout ça. En fait, il y a même des changements de ton que j'aime bien parce que sur le coup, il y a des personnages où on part plus sur la comédie, il y a des moments où on part plus sur l'horreur et tout. Et ouais, moi j'ai bien aimé ce que ça raconte et tout. Le dernier chapitre avec le gamin, bah moi je l'ai plutôt apprécié. Moi c'est un film en tout cas qui m'a marqué sur cette année. Donc ouais, je l'ai mis dans mon top, quoi. Alors par contre, je l'ai pas dit, mais j'ai oublié. Vu qu'on est dans les tops et qu'on va dire beaucoup de choses bien, comme chaque année et comme l'année dernière, il faut qu'on trouve un truc négatif sur chaque proposition. Qu'est-ce que tu mettrais de négatif, toi, sur Weapons ?
pour le coup. Bah, la fin un peu rushée, je dirais, sur le coup. La toute fin. Ouais, ça va un peu vite pour toi. Ouais, ça va un peu vite, ouais. Après que Gladys disparaît du film, on va dire. Voilà. Moi, il est pas dans mon top, Weapons, mais bon voilà, c'est un peu le carton surprise au box-office cette année là pour Warner d'ailleurs, parce que bah c'est vrai que personne l'attendait trop, même si les trailers ont vraiment appâté les gens, mais je veux dire, au début d'année, personne disait oh putain Weapons, je pense que ça va être le carton et tout. Enfin bref, c'est un film qui parle de l'Amérique et c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas le seul de notre top, donc restez accrochés. C'est un film qui est assez actuel parce qu'il parle des peurs américaines et je pense qu'il y a une confusion sur le film parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas trop de quoi il parle. Il y a des gens qui disent que ça parle des tueries de masse et ça parle des tueries de masse dans les écoles d'une manière peu subtile. Hein. Je rappelle qu'il y a un moment quand même, il y a une espèce d'arme, une espèce de mitraillette au-dessus d'une maison. Ouais. Voilà, c'est quand même pas subtil. Et il a la structure un peu à la Magnolia où pour moi, il fait vraiment le portrait d'une communauté américaine divisée dans les genres de petites banlieues qui vont devoir apprendre à communiquer. Et pour moi, c'est pas pour rien qu'il prend certaines figures, hein, le père de famille, le professeur, le directeur de l'école, le junkie, le policier, tout ça. Je pense que c'est une galerie de personnages qui permet vraiment de faire ce portrait en fait de l'Amérique divisée actuellement. Et il y a une galerie de personnages qui m'ont vraiment pas mal marqué. Moi, vraiment, le junkie, par exemple, je le trouve super, là, l'acteur qui joue le junkie. Il est génial. Josh Brolin, il est toujours impeccable. Julia Garner, moi, vraiment, dans ce film, je l'ai pas mal révélé pour moi parce que je la connaissais pas spécialement avant. Et je trouve qu'il y a un super revisionnage parce que moi, je l'ai vu 2 fois le film. Et du coup, la structure en chapitrage en fait où on suit à chaque fois un personnage différent, ça permet de revoir le film d'une manière un peu différente où comme on comprend tous les éléments en fait du film, quand tu le revois c'est hyper agréable quoi. Et moi le film là où il réussit vraiment, c'est qu'un film qui arrive autant à me faire rire qu'à me faire peur. Vraiment, je trouve que l'horreur et la comédie sont super bien gérées parce que moi je trouve que c'est très rare les comédies horrifiques qui sont hyper qui font vraiment flipper et en même temps qui me font vraiment rire. C'est souvent l'un ou l'autre qui est assez réussi. L'un ou l'autre, ouais. Et là, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance qu'il arrive à créer parce que Zach Cregger, il a un vrai talent de mise en scène, de monter en tension qui est hyper travaillé, quoi. Il y a quelques jumpscares dans le film et moi les jumpscares c'est pas un truc forcément que j'aime bien, mais en fait s'ils sont bien timés, ça va me faire peur, quoi, comme chez James Wan. Et ici, ils sont pas banals, quoi, les jumpscares. Il y a un jumpscare avec Josh Brolin qui m'a pas mal pris, et c'est parce qu'en fait il y a toute une ambiance oppressante en fait. Il arrive super bien à jouer avec l'arrière-plan. Il y a souvent des éléments en arrière-plan qui arrivent dans le cadre et que tu vois arriver de loin qui font monter la tension. Il y a une séquence en voiture, moi avec Julia Garner qui m'a vraiment marqué, qui est hyper marquante, où qui démarre avec l'arrière-plan et qui finit avec un hors-champ, donc avec un élément hors-champ qui a fait complètement flipper. À ce moment-là, je vais pas révéler le truc. Et quand le film va dans la comédie, parce que plus le film avance, plus le film va dans la comédie, c'est-à-dire qu'on arrive au niveau du policier, du junkie, c'est assez inattendu et c'est assez rafraîchissant. Et j'ai beaucoup rigolé, quoi. Moi, à la fin, quand Josh Brolin, il y a un truc avec le junkie et lui, il y a une espèce de comique de répétition qui se joue entre eux, et moi ça m'a fait super rire. Et ouais, à la fin il y a un Naruto Run, voilà, pour ceux qui voient qui ont vu le film, voilà, il y a des personnages qui courent pour poursuivre un autre personnage, et c'est hyper drôle. Enfin, ce moment-là, tu t'attends jamais à voir ça, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien, quoi, toute cette l'alchimie entre l'horreur et la comédie. Je suis moins fan, par contre, moi, et c'est peut-être pour ça qu'il est pas dans mon top, parce que c'est un film que j'aime bien, mais il est pas dans mon top non plus. Je suis moins fan du dernier segment, moi, de l'avant-dernier segment avec le petit, avec le gamin, où en fait ça révèle à peu près tout le film, quoi. Je trouve que ça en montre trop. C'est-à-dire que ça montre tous les passages où je trouve que t'es pas obligé de montrer qu'est-ce qui s'est passé, alors que on avait deviné beaucoup de ce qui s'était passé, et t'avais pas besoin de m'en montrer autant. Et je trouve que ça montre un peu trop de l'antagoniste. Et moi j'aime bien quand, on va dire surtout dans les films d'horreur, l'antagoniste, la figure mystérieuse, la figure horrifique reste un peu mystérieuse, quoi, dans l'ombre. Et là, je trouve qu'on en montre un poil, et qui est super bien interprété d'ailleurs par le gamin, tu parles? Non, le méchante, l'antagoniste de l'histoire. Je trouve qu'elle est super. Je veux pas révéler qui c'était, mais ok, c'est pour ça, ok. Mais en vrai, maintenant, elle est nommée aux Golden Globes, etc. Donc bon, oui, c'est Amy Madigan, je crois, c'est ça comment ça qu'elle s'appelle. Et ouais, elle est incroyable. Et je pense que oui, effectivement, il y a très peu de figures horrifiques qui restent en ce moment parce que déjà les slashers sont plus vraiment à la mode dans le cinéma d'horreur. Donc et c'est vraiment dans les slashers qu'on trouve des espèces de boogeyman en général. Et c'est vrai que il y en a beaucoup moins, il y a beaucoup moins de genres de boogeyman qui restent et qui marquent la pop culture. Il y a le clown c'est pas un clown, c'est un mime
Ouais, Pennywise. De Terrifier. Non, mais Pennywise, je veux dire, Pennywise, il est là dans la culture depuis 50 ans, tu vois, c'est pas un nouveau. Oui, non, mais c'est ça que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment, en fait, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles figures, ouais, plutôt. Parce qu'il y a Ghostface, tu sais, les Scream, ils ont marché, les Oui, derniers. mais c'est toujours la même figure qui est manipulée de Ghostface, qui est là depuis des années, quoi. Et là, il y en a très peu. Oui, il y a Art le Clown de Terrifier, ouais. Oui, voilà, et là, ils ont vraiment réussi à créer un look, en plus, qui est assez iconique, quoi, sur un certain personnage. Ouais, je pense que ça va être un des films marquants de l'année, quoi, en termes d'horreur, et même dans les films d'horreur qui sortent, il y a des propositions qui sont toujours horribles, mais il y a eu des très bonnes propositions cette année. Il y a eu Bring Her Back aussi, qui est pas dans notre top, mais qui est vraiment pas mal. Et moi, que j'avais mis dans le mien, mais je l'avais mis trop bas. Ah, tu l'as mis dans ton top? Ah, c'est vrai, mais il était pas assez qualifié pour rentrer dans notre top final, voilà. Et ouais, moi, ça a été une vraie expérience cette année. Et moi, j'ai hâte de suivre après son Resident Evil, qui sort l'année prochaine. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Mais oui, Zach Cregger, il a de l'avenir, et voilà, il a fait un super film, je trouve. Ouais, grosse attente pour moi, pour le Resident Evil, effectivement, parce que peut-être on va enfin avoir un bon film Resident Evil au bout de 10 films Resident Evil. Ouais, j'ai assez de voir ce qu'il va faire, mais ouais, comme j'ai dit au début, pour moi, c'est une confirmation de Zach Cregger, et je pense qu'il va nous régaler. Et voilà, et on va passer au top suivant, on va passer au top 9. We need to free each other's hearts. Eddington de Ari Aster, voilà, un film qui a fait beaucoup parlé et qui se passe au moment du Covid, voilà, en 2020, dans une petite ville du Nouveau-Mexique, donc Eddington, où on va suivre en gros la confrontation d'un shérif joué par Joaquin Phoenix, qui est un petit peu un réactionnaire républicain contre un maire démocrate qui est joué par Pedro Pascal, et en gros ces tensions vont un peu mettre le feu aux poudres en fait, et il va y avoir une folie collective qui va s'alimenter dans les habitants de cette ville. C'est moi qui l'ai mis dans mon top, voilà, je l'ai mis 6e de mon top, et moi je suis un grand fan de Ari Aster, et d'ailleurs encore un film qui parle de quoi ? De l'Amérique, voilà, de l'Amérique divisée. Donc voilà, c'est déjà le 2e film de ce top, et qui parle de la confusion qu'il y a toujours en ce moment aux États-Unis, et c'est un film qui est extrêmement dense et selon moi assez incompris, et je pense que ça a déjà commencé, mais qu'il a été à Cannes, il a beaucoup divisé, et là je trouve qu'il commence déjà à pas mal réhabilité, et je pense que dans le temps ce sera vraiment bien. Mais moi, Ari Aster, c'est voilà, un réalisateur que j'adore. Il a fait Hérédité, Midsommar et Boy the Fred, voilà, il a fait parmi les films les plus marquants en termes d'horreur dans ces 10 dernières années, et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a effectué un changement, ce qui est pas vraiment vrai pour le coup. C'est-à-dire qu'il est plus dans l'horreur pure, c'est vrai, parce que Hérédité et Midsommar, c'est des films d'horreur premier degré, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment que de l'horreur, et dans Boy the Fred et là dans Eddington, il y a pas mal d'humour, mais pour moi, il a pas du tout abandonné l'horreur. C'est toujours des films d'horreur et des films qui parlent de lui, enfin des névroses qu'a Ari Aster, quoi, des angoisses qu'il a, quoi. Et c'est un film sur l'ère Covid, déjà, sur la scission qu'il y a eu à peu près à cette période-là, pour le coup, et qui est encore actuelle. Enfin, la scission là n'a pas, ne s'est pas refermée. Je pense qu'elle s'est même agrandie depuis le temps. Et je trouve que c'est un film encore hyper actuel, parce que là j'y pensais sur les films sur le Covid. Je vois pas un film qui s'est emparé du Covid comme ce film l'a fait, quoi. C'est-à-dire que là, j'y pense, mais les films sur le Covid ou même sur cette période-là, c'est peut-être le premier. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à en dire, et qui est bien, en fait, tout simplement sur le sujet, en fait, sur cette période-là. Et moi, j'adore la manière qu'il a de filmer les téléphones, en fait, dans ce film, quoi. J'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que les téléphones sont omniprésents dans le film, et je pense que ça dénonce quelque chose du fait qu'on est distrait constamment par nos téléphones, qu'on est absorbé complètement par eux. Mais en fait, il les filme comme une arme d'un western, quoi. À certains moments, il y a ce passage qui est absolument génial, où on a un face-à-face entre Pedro Pascal et Joaquin Phoenix, et il y a la distanciation Covid, donc ils peuvent pas être très près, mais on se croirait dans un western, dans un duel de western, en fait, tout simplement. Sauf que les armes qu'ils ont dans le film, c'est leur téléphone, quoi, c'est leur téléphone portable, et je trouve ça assez fou. Et ça montre aussi quelque chose que nous on connaît bien, moi et Ista, mais c'est le scrolling, c'est les algorithmes. C'est-à-dire que on voit qu'il est dans des boucles complètement conspirationnistes. En fait, on suit le personnage, parce que c'est le personnage principal, Joaquin Phoenix, qui est un espèce de républicain complotiste, voilà, et on le voit en fait en train de scroller dans des bulles de complotisme, etc. Et c'est vrai que je vois pas souvent ça dans les films, quoi. Et Joaquin Phoenix est excellent dans ce genre de rôle, en fait, un peu pathétique, un peu, enfin, complètement névrosé, où il a toutes ses craintes et toutes ses névroses qui vont complètement alimenter la tension et la folie du film, quoi.
Et c'est ça en fait que le film montre, c'est la connerie totale, la folie, la confusion en fait dans cette communauté, que ce soit d'ailleurs du côté des républicains ou des démocrates, même si je pense qu'il y a quelque chose qui a peut-être été mal compris. Voilà, je pense que c'est un film qui parle de la confusion, donc je pense que le film est un peu confus aussi, parce que un film qui parle de la confusion, c'est dur, je pense, d'être complètement carré dessus, mais c'est un film qui est assez caricatural aussi, hein, voilà, dans ses figures. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, on dirait un épisode de South Park à certains moments. Effectivement, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu un épisode de South Park, je trouve. Mais c'est un film, en gros, qui va caricaturer, mais aussi montrer une certaine phase, des réactionnaires de droite, voilà, mais aussi des démocrates qui sont un peu full capitalistes, en la personne de Pedro Pascal, qui a un plan de centre de données qui, on va dire, qui est dans un programme capitalistique et qu'on comprend vraiment l'ampleur à la fin du film. La dernière image du film, elle est assez glaçante, je trouve, sur ça, et qui parle aussi des progressistes, ou plutôt des ceux qui se décrivent progressistes, mais qui sont hypocrites. Voilà, on a tout un rapport avec Black Lives Matter, où Black Lives Matter, on sait qu'il y a eu un mouvement suite à la mort de George Floyd. Voilà, c'est assez évoqué dans le film, que la mort de George Floyd et les réactions que ça a suscité, les manifestations, et c'est assez abordé. Et ça parle aussi des gens qui instrumentalisent Black Lives Matter, c'est-à-dire on a dans le film des espèces de bourgeois blancs voilà, qui vont se dire woke et qui vont aller dans des manifestations Black Lives Matter parce que c'est une tendance TikTok. Et on a ce moment qui est lunaire dans le film, qui m'a fait à la fois rigoler mais qui est un peu vrai, où t'as ces jeunes blancs bourgeois qui font la leçon à un noir sur ce qu'il devrait faire en fait dans la politique. Enfin, c'est un truc, c'est complètement dingue en fait ce qui se passe à ce moment-là. Mais par contre, les gens disent, il y a des personnes qui ont dit qu'en fait ils tiraient sur à peu près tout le monde, et moi je suis pas d'accord. Ils tirent pas sur tout le monde en fait, Ari Aster, parce qu'il y a des personnages qui sont pas du tout caricaturés dans le film, qui sont pas du tout moqués, et qui sont pas du tout montrés comme des espèces de tarés complètement fous. Il y a un personnage noir, le personnage du policier noir, qui est pas du tout caricaturé dans le film, qui est un personnage hyper droit, qui n'a rien fait de mal, qui est même une victime de ce qui lui arrive en fait dans le film, quoi. Et il y a aussi les Amérindiens. Les Amérindiens qui, tout le film, sont en mode, en fait, vous êtes chez nous, quoi. En fait, dégagez. Il y a même tout un rapport après, parce qu'il y a une scène de crime, etc., qui se passe pas du tout dans le comté, en fait, pas du tout dans la juridiction du personnage de Joaquin Phoenix. Et en fait, les Amérindiens, ils veulent les mettre de côté, etc., alors que... Ah, c'est entre les deux. C'est ça. C'est ça, le truc. Moi, ça parle beaucoup de l'Amérique, hein, que les Amérindiens, que les Américains se sont appropriés la terre, une terre qui n'était pas à eux, hein, aux Amérindiens, donc ça parle aussi de ça. Enfin, ça parle de l'Amérique, et de toute façon, le film revient au western, quoi. Donc voilà. Et je trouve que l'ambiance est incroyable. C'est-à-dire que Ari Aster, il pourrait filmer n'importe quoi, que je serais scotché à mon écran, quoi. Je trouve qu'il a un talent de mise en scène qui est absolument incroyable. En fait, chaque séquence me prend instantanément. Il y a une montée en tension. Il y a un moment, il y a un plan séquence au niveau d'une fête où Joaquin Phoenix, il va arrêter une fête et qui monte en tension, mais qui est complètement dingue, quoi. Et le film, il dure 2h30. Il est assez lent. C'est-à-dire que, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas rentrer dans le délire, surtout sur sa première partie. La première est assez longue. Mais moi, j'admire vraiment la manière dont il a d'étirer les séquences, de faire monter la tension à chaque scène, quoi. Il y a un vrai crescendo tout au long du film qui va péter, et à la fin, voilà, j'ai pas envie de spoiler, mais le final, il me procure un plaisir. Enfin, il est fou, le final, il est dingue. Même dans la mise en scène et tout, ça part en... Moi, je crois que c'est révélé dans les bandes annonces, mais ça part en tuerie, etc. Et ce moment, il est dingue, quoi. Mais le film est aussi très très drôle, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont pointé du doigt le côté South Park du film, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment une farce, en fait, ce film. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments hyper drôles, quoi. Après, voilà, je vais dire tout de suite mon truc un peu négatif sur le film. Le film est pas parfait du tout, je pense, voilà. Et c'est pour ça qu'il est pas top 1 ou quoi, mais c'est-à-dire que il y a un arc avec Emma Stone et Austin Butler dans le film qui parle un peu d'un gourou, etc. Et je trouve qu'à la fin, c'est un peu abandonné, cet arc-là. C'est-à-dire que c'est intéressant les prémices, et je trouve que c'est vraiment pas mal ce qui se joue, mais à la fin, c'est rushé de ce côté-là, c'est mis de côté, et on passe à autre chose, quoi. Donc, bon, je me dis, soit il aurait dû couper ça, soit faire un film de 3 heures, peut-être, sur le truc, et où ça développe vraiment ça. Parce qu'il est déjà long. Mais oui, le film est déjà long, mais moi ça me dérange pas si le film faisait 3 heures, quoi. Mais en tout cas, soit ce segment est trop court, soit ce segment est trop long pour ce qu'il est dans le film. Mais en tout cas, fallait faire quelque chose pour que ça s'emboîte bien. Et là, je trouve que oui, effectivement, là, le film est trop long ou trop court par rapport à ça. Mais voilà, j'ai adoré, moi, Ari Aster, j'adore tous ses films. Bon, voilà, Boris the Fred, c'est peut-être le vilain petit canard, mais même Boris the Fred, je trouve qu'il a des séquences vraiment incroyables. Et voilà, j'aime vraiment, vraiment beaucoup la première heure et demie.
Est-ce que c'est au niveau de Midsommar et Hérédité? Peut-être pas, mais moi je trouve que c'est vraiment un des meilleurs films de l'année, un des films les mieux mis en scène, voilà, pour le coup. Et toi, Ista, parce que tu l'as découvert il y a pas trop longtemps, est-ce que t'as aimé Eddington? Ouais, mais je l'ai rattrapé parce que tu l'as mis dans le top. Moi, je l'avais pas vu. Mais j'ai bien aimé. Oui, effectivement, il a une très bonne mise en scène. Ouais, je voulais en parler aussi de la scène que t'as dit quand il va à la fête là, parce que en fait, il y a aussi un côté western à ce moment-là qui revient pour couper la chanson là, et puis il repart, il revient et tout. Et c'est vrai que c'est super bien filmé. Moi, ça m'a rappelé aussi l'époque Covid, le 2020. Les confinements, tout ça, les gens qui mettent les masques sous le nez, qui te font la morale, et puis ils disent mais t'as pas bien le masque, et puis eux ils mettent pas le masque bien, et enfin voilà, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un peu, ça caricature un peu cette période-là, mais pas tant. C'est ça qui est fou, c'est que c'est pas tant caricatural, c'est vraiment pas tellement, une période un peu de folie quoi à ce moment-là. Bah c'est ça, oui, on est tous un peu devenus fous quoi, parce que oui, c'est vrai que il y a un mec qui se fait virer au début d'un magasin parce qu'il n'y a pas de masque au début, et tout le monde applaudit et tout. Et sur le coup, il y avait un peu ce truc-là, et on devenait tous un peu fous quoi. Je me souviens, il y avait la queue même pour aller dans les magasins et tout. Enfin, c'était l'enfer quoi. Après, je sais pas si ça me fait plaisir de me rappeler ça. Mais c'est pas un film aimable, hein, je pense, oui. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas du tout. Oui, c'est vrai que tout le monde est un peu con. Moi, j'avais quand même l'impression qu'il tapait un peu sur la gauche quand même aussi. Dans le film. Mais après, South Park font pareil, ils tapent sur tout le monde. Hein, donc, je dis pas qu'ils tapent pas sur enfin, je pense déjà qu'ils tapent sur les démocrates, mais bon, ça c'est un autre, c'est une autre idée. Mais ils tapent sur une certaine idée de la gauche, certaines personnes. Enfin, moi, je pense que c'est une gauche, je vais pas caricaturer, mais une gauche qui est de gauche à certains moments et qui, et pas forcément de gauche réellement dans leurs idées, quoi, pour le coup. Mais je trouve que la subtilité, elle est assez délicate, mais je pense vraiment que le traitement du personnage du policier noir et des Amérindiens dit vraiment dit vraiment de ce qu'ils pensent politiquement des choses, quoi. Ouais, bah en fait, moi j'ai eu cette impression là pendant toute la première partie du film, en mode il tape sur tout le monde et tout. Mais c'est vrai que la toute fin du film, si j'ai bien compris, à un moment il y a écrit White Supremacy sur une statue. Je me dis peut-être en fait c'est plutôt un film qui tape sur l'extrême droite quoi. Au final, ça tape sur l'extrême droite. Après ça tape pas que sur l'extrême droite, mais oui. Ouais. Et sur le coup, oui, c'est super bien réalisé. Moi, la scène de fin, elle m'a pris de fou. Il y avait de la tension tout le long. Non, je comprends que t'as beaucoup aimé, et il y a pas de souci. C'est très bien filmé, tous les acteurs jouent bien et tout. C'était intéressant, c'était drôle. Après, moi, je sais que sur la première partie, au bout d'un moment, je trouvais que c'était trop long. Ouais. Au bout d'un moment, j'étais en mode c'est trop quoi. Après, quand il y a eu le changement de ton là, je fais wow. J'ai essayé un changement de ton, sur le coup ça part sur autre chose quoi, je trouve. Sur le coup ça m'a pris là à ce moment-là, vraiment, le film, plus qu'au début, tu vois, même si au début je te disais ça me rappelait des trucs et tout, donc ça me faisait un peu marrer de me rappeler ça et tout, mais quand ça a repris là sur une scène assez grave, j'ai fait ok, on va là quoi, et la fin, moi j'ai beaucoup aimé, et oui, je suis d'accord aussi que l'arc Emma Stone, Austin Butler, il est un peu rushé quoi. C'est un peu dommage, mais ouais, c'est un bon film et il mérite d'être dans un top de l'année. Il est très bien où il est, 9ème, je trouve, c'est bien. Et on va passer à la suite, puisque on a dit quand même au moins une chose négative sur le film. Je te propose de passer au top 8. Si tu pactises avec le diable, tu le retrouveras devant chez toi. Sinners de Ryan Coogler, le réalisateur des 2 Black Panther, de Creed, etc. Et qui va parler de 2 frères jumeaux qui reviennent dans leur ville natale et qui vont découvrir qu'une puissance maléfique, à savoir des vampires, vont les attaquer. Et ça parle, des Noirs américains. Ista, c'est toi qui l'as mis dans ton top, tu l'as mis top 4, et pourquoi Sinners, Ista? Parce que j'ai adoré. Déjà, je trouve que le film est super beau. Plein d'images qui me viennent en tête quand j'y pense. Je le trouve magnifique, le film. Comment il est filmé et tout. D'ailleurs, Ryan Coogler nous avait fait un peu une leçon des formats et tout. C'était intéressant. Moi, j'avais appris des trucs. Mais c'est un film que j'aime beaucoup, qui parle aussi de religion, qui parle effectivement des Noirs dans ces années-là, de la communauté noire dans ces années-là. Il y a un truc aussi sur la musique, beaucoup. Sur le jazz, notamment, que j'aime beaucoup dans le film. Ça revisite le fait de revisiter le mythe du vampire, mais dans cette dans la culture noire américaine, oui.
Voilà, culture nord-américaine des années, je crois, c'est les années 30, un truc comme ça. Ouais, c'est vraiment original, je trouve. Voilà, les acteurs sont super. Michael B. Jordan, qui joue 2 rôles en plus, mais qui est excellent. Hailey Steinfeld, tout le monde est super dans ce film-là. On bute des nazis, moi j'aime bien. On bute des nazis. Et ouais, non, c'est un film fantastique. C'est peut-être pour moi le meilleur film de Ryan Coogler, de ce qu'il a fait. Ouais. Voilà, mais j'aime beaucoup Creed. Mais Black Panther, j'aime bien aussi, mais il y avait des défauts au niveau des VFX et etc. quoi. C'était pas non plus un film parfait, quoi. Mais là, je trouve que Sinner, c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière. Et vraiment, moi, c'est top 4 parce que voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que le film est un peu trop maxé, un peu trop surcoté sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est mérité qu'il soit surcoté. Voilà, c'est un très bon film. Moi, je suis pas autant fan que beaucoup du film, même si je comprends complètement en fait pourquoi il a marqué l'année, parce que c'est un film qui fait du bien, c'est-à-dire que c'est un film avec ce niveau de budget-là, je crois qu'il a 90 millions, un truc comme ça, qui est un film original, quoi, et en plus qui a une vraie proposition de film de genre. Mon Dieu, j'ai dit film de genre là dans le podcast, là je vais. Mon Dieu, je crois faut que j'arrête. Non, mais c'est peut-être effectivement son meilleur film. Je sais pas, ça se joue avec Creed, effectivement. Je sais pas, j'ai pas trop pensé. Mais s'il continue dans cette lancée, mais bon, je pense qu'il va faire Black Panther 3, etc. Mais je le trouve bien mieux, effectivement, en dehors du MCU, Ryan Coogler, quoi, quand il fait un film avec les mains libres. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant. En fait, ce qui fait du vampire, en fait, t'as raison, du mythe du vampire, je trouve que c'est hyper intéressant et rafraîchissant parce que moi, bon, le vampire, on l'a bouffé à toutes les sauces, au cinéma, vraiment, et je trouve que même des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter sur cette figure-là? Mais en fait, l'utilisation du mythe du vampire, des règles même des films de vampires, là je trouve qu'il le gère tellement bien d'une manière hyper ludique, c'est-à-dire tout ce truc de sur l'entrée dans la maison, tu sais, sur les vampires qui peuvent pas entrer chez toi s'ils sont pas invités, quoi. Et il joue vraiment bien avec ça, et il y a des séquences hyper drôles et hyper ludiques, je trouve, dessus, et c'est vraiment la manière dont il lie ça à la culture noire américaine, à savoir que le vampire ici devient un symbole d'appropriation culturelle, quoi. C'est-à-dire qu'il va littéralement vampiriser la culture noire. Et j'ai jamais vu ça en fait dans chez le vampire, en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant, même si c'est pas unilatéral. Il y a quelque chose d'un peu nuancé dans le film, à savoir qu'en fait, est-ce que le fait d'être un vampire, c'est pas plus libérateur pour les noirs dans une société qui est complètement raciste? Peut-être il y a un peu cette idée-là. Même la fin du film va un peu dans ce sens-là. Et effectivement, ce qui fait de la culture noire, de la musique en fait dans le film, il me reste des scènes hyper marquantes, quoi. C'est ces vampires qui tournent à l'unisson sur une musique, on dirait irlandaise, voilà, qui sont vraiment unis, comme si c'était une seule et une même ruche, une même entité, quoi. C'est assez fort, et moi, le moment qui culmine dans un plan séquence assez virtuose, et assez fou, où il mêle le passé, le présent, le futur de la culture noire américaine. Donc voilà, on retrouve pas mal de la musique noire. Enfin, vraiment cette séquence-là, mais elle me reste vraiment dans la mémoire. C'est une des meilleures séquences que j'ai vues de l'année, quoi, vraiment, quoi. Et la mise en scène est vraiment soignée. Le film est très très beau. Voilà, il a une très belle lumière. Enfin, vraiment, il y a l'horreur et l'humour, encore une fois, qui se marient plutôt bien, même si le film fait pas peur. Voilà, il fait pas vraiment peur non plus. Mais je pense que c'est pas son objectif non plus. Il est très fun, quoi. Et il me fait vraiment penser à Jordan Peele aussi, un petit peu là-dessus, voilà, sur la manière dont il traite. De toute façon, ça parle c'est un film d'horreur, mais aussi un peu d'humour, mais comme Get Out, où il y a des séquences un peu d'humour et qui parlent des Noirs américains. Donc c'est vrai que ça me fait forcément penser à Jordan Peele. Après, moi, je trouve qu'il y a pas mal de petits défauts, en fait, au film. Il est, voilà, moi je trouve un petit peu surcoté le film, mais je le trouve quand même plaisant, et je trouve que voilà, il m'a fait du bien. La première partie, par exemple, je la trouve beaucoup trop longue, et je trouve qu'elle se la pète un petit peu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans séquences techniquement impeccables, faut le dire, mais qui sont pas là pour avec une vraie volonté de mise en scène, mais c'est un peu pour faire des beaux plans, quoi, plutôt qu'à raconter quelque chose, quoi. Et franchement, c'est très plaisant à suivre, mais c'est vrai que je me dis, bon, il se la pète un petit peu, Ryan Coogler, voilà, pour le coup. Et je trouve qu'il y a quelques défauts de montage, notamment à la fin du film, la dernière séquence d'action avec des vampires dans la caravane. Je la trouve un peu décevante, voilà, où c'est censé péter, etc. Je trouve qu'elle est pas si galvanisante que ça. Et Michael B. Jordan, qui interprète deux personnages, qui interprète très bien, voilà, on arrive très bien à les différencier, mais je trouve qu'il y a vraiment une volonté de performance, quoi. Il y a vraiment une volonté de regarder comment je joue bien, voilà, dans le film. Donc voilà. Mais par contre, les autres acteurs, oui, effectivement, ils sont tous super, quoi. Et je trouve que
Le casting marche super bien. Là, il y a une catégorie aux Oscars, je crois, l'Oscar du meilleur casting. Il y a moyen qu'ils le gagnent cette année, et je trouve que ça serait vraiment mérité, parce qu'ils ont une super alchimie entre eux. Il y a le personnage de Leroy Lindo qui joue un vieux personnage, voilà, qui est vraiment pas mal aussi. Enfin voilà, vraiment, il y a pas mal de personnages que je trouve vraiment bons, et qui ont vraiment une très bonne synergie. Et voilà, le film est très beau, très bien mis en scène. Et oui, moi ça a plutôt fonctionné sur moi, Sinners. Mais du coup, Ista, quel est le défaut du film pour toi? Le problème, c'est qu'en fait, tu l'as dit pendant que t'as dit tes points négatifs, parce que j'y ai pensé un peu avant, mais j'ai dit oui, en fait, la première partie du film est un peu longue, quoi. C'est vrai que c'est peut-être un peu long pour ce que ça raconte, donc parce que avant qu'ils ouvrent le bar et tout, il se passe quand même un bon 1 heure, je crois. C'est quand même peut-être un peu long, quoi. Et voilà, c'était notre avis sur Sinners, et on va passer au top 7. La vie est une tapisserie magnifique. Mais on ne peut la vivre qu'en marche avant. Mémoire d'un escargot d'Adam Elliott, qui est un film australien en stop motion. Voilà, un film d'animation, et qui est sorti très tôt dans l'année. Il est sorti le premier mois de l'année, et on va suivre en gros deux frères, deux jumeaux, un frère et une sœur, qui vont être séparés, et à qui va arriver tout un tas d'emmerdes, de problèmes et de malheurs, et on va suivre un petit peu leur histoire à travers des lettres qui vont s'envoyer. C'est moi qui ai mis Mémoire d'un escargot dans le top. Il est 5e de mon top. Adam Elliott, il avait fait Marie et Max il y a une dizaine d'années maintenant, parce que la stop motion, ça prend du temps, et ils sont une toute petite équipe d'ailleurs à faire ce genre de film, hein. Voilà, pour le coup, ils sont pas beaucoup, hein, je crois, hein. Je sais plus combien ils sont, mais c'est vraiment très très peu. Et Marie et Max, déjà, j'avais pas mal aimé, quoi, et même c'était un peu dans le même ton, mais là, je crois que j'ai aimé encore plus Mémoire d'un escargot, même si c'est un souvenir qui est très lointain, parce que ça fait 1 an quasiment que j'ai vu le film, c'est sorti au début d'année. J'ai quand même pas mal de choses qui me marquent. C'est un film très spécial, en fait, hein. Je pense que c'est pas à mettre dans toutes les mains, voilà, parce que comme j'ai dit, il arrive des choses horribles, et vraiment, quand je dis des choses horribles, c'est vraiment des choses horribles, en fait, à ces deux personnages, quoi. Et c'est un film qui est toujours lié à l'enfance, comme Marie et Max, qui est assez bouleversant, assez touchant. Et je le dis, c'est pas vraiment un film pour enfants, hein. Voilà, pour le coup, c'est pas parce que c'est un film d'animation que c'est un film pour enfants, faut le savoir. Parce que là, je pense qu'un enfant qui regarde ça, je sais pas si ça va peut-être un petit peu le traumatiser. Je sais pas, tu vois, quand même, ça peut être assez grave. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses horribles à des personnages qui ne ressemblent pas du tout, je trouve. Mais je sais pas pourquoi, je trouve que le film, il arrive vraiment à parler à chacun de nous, ouais, pour le coup, dans des situations ou des manières d'appréhender, parce qu'on a un personnage principal qui est assez recroquevillé sur elle-même, hein. Voilà, Mémoire d'un escargot, c'est aussi l'escargot, c'est aussi le personnage principal qui est recroquevillé dans sa coquille, etc. Et qui a une manière d'appréhender certaines situations d'une manière hyper spéciale. Et je trouve, voilà, pour le dire, c'est un bon point pour le film, c'est pas un film misérabiliste du tout. C'est-à-dire que ce genre de film avec plein de malheurs, etc., souvent c'est des films tristes, plus tristes que la vie, ou quoi, là, et qui te font chialer, qui te forcent la chialade. Et je trouve que pas du tout, je trouve que le film est très très drôle, quoi. C'est-à-dire que vraiment, hein, là, il y a plein de malheurs qui arrivent à ces deux personnages, mais le film traite des choses tristes, mais pas de manière triste, quoi. C'est-à-dire que le film est très ludique et très drôle, très inventif dans son côté stop motion, hein. Voilà, il y a vraiment un élan qui m'a fait vraiment, ça m'a fait plaisir vraiment de voir ce film, hein, même si ça m'a pas mal touché, voilà, et j'ai eu bobo à mon petit cœur à pas mal de séquences, mais c'est-à-dire que c'est pas une prise d'otage, quoi. On va pas te dire maintenant tu chiales, quoi. D'ailleurs la musique est super belle, et elle en fait jamais trop, quoi. Vraiment dans le film, c'est vraiment, ça m'a marqué, et le film est bluffant visuellement, mais vraiment, quoi. C'est assez unique, parce que la stop motion, il n'y a pas 50 milliards de films d'animation en stop motion qui sortent chaque année, de toute façon. Donc là, vraiment, à chaque fois qu'il y en a un, je sais pas, il y a un cheat code du fait que c'est assez unique, et du coup, quand j'en vois un, j'ai toujours une tendresse, en fait, pour ces films-là, parce que je vois le travail, je vois l'amour qu'il y a parce que pour moi, tu fais pas un film de stop motion si t'aimes pas la stop motion, c'est pas possible, quoi. Tu vois, tu peux pas être cynique, en fait, avec ce genre d'entreprise, j'ai l'impression, tu vois. Pour moi, c'est pas possible, quoi. Et c'est du sacré travail. C'est ça, hein, tu fais pas 7-8 ans de travail sur un truc comme ça si t'es pas passionné. Enfin, pour moi, c'est pas possible, quoi. Et le réal, il a un univers visuel qui est assez particulier, c'est-à-dire que c'est plein de courbes, c'est plein d'imperfections, et en fait c'est toutes ces imperfections un peu spéciales, je trouve que ça se sied parfaitement, en fait, à l'histoire qui est racontée, parce que c'est en accord avec l'intériorité des personnages qui sont un petit peu cassés, qui sont un petit peu imparfaits. Et je pense que c'est un film, vraiment, s'il était pas en stop motion, il marcherait pas autant.
Tu vois, je peux pas dire ça de tous les films, mais tu vois, quand le médium, il est totalement adapté à l'histoire qu'il raconte, c'est-à-dire que quand je vois le film, je me dis, mais en fait, cette histoire, il aurait pas pu la raconter si elle était pas en stop motion, ou en tout cas, ça aurait jamais eu le même impact, quoi. Ça aurait pas été pareil, quoi. Ça aurait pas été pareil si c'était un film fait avec ordinateur. Enfin, voilà, j'aime bien l'animation ordinateur, tout, ça peut avoir un style, mais là, j'ai l'impression que le côté tangible, le côté imparfait, tu sais, le côté où on sent les textures manipulées par l'humain, tu sens que, voilà, bah, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose au film, au personnage, quelque chose de caché, et c'est un film qui fourmille de détails, vraiment dans l'image. Il y a plein d'idées de montage, de cadrage, parce que le film, il a pas d'image de synthèse, quoi. C'est vraiment, tout est fait en stop motion, quasiment, il me semble, quoi. Et du coup, il doit trouver des idées d'adapter sa mise en scène à l'histoire qu'il raconte, parce que, bah, en fait, si tu veux faire un film parfaitement conçu comme tu l'as dans la tête en stop motion, mais ça prend trop de temps. Donc, il a quand même pas mal d'idées, hein. Il a un truc qui reprend de Marie Max, c'est-à-dire que l'idée des lettres et tout, ça permet d'avoir une voix off. Et du coup, si t'as une voix off, ça permet de pas avoir à bouger les lèvres des personnages, de pas avoir à, tu vois, tous ces trucs-là, il a pensé à plein de trucs comme ça, parce que je pense que c'est quelqu'un d'hyper inventif, Adam Elliott. Et il me semble qu'il a eu le prix, d'ailleurs, au Festival d'Annecy. Je crois qu'il a eu le Crystal d'Annecy, l'année dernière, il me semble. Oui. Il me semble qu'il a eu ça. Ouais. Et pour moi, c'est amplement mérité. Non, c'était pas... Ah non, t'as peut-être raison. C'était pas le poulet, là? Linda veut du poulet? Non, il a bien eu le Crystal d'Annecy en 2024. Linda veut du poulet, c'était en 2023. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est amplement mérité, quoi, parce que franchement, vous verrez pas un autre film comme ça cette année, voilà. Et ouais, moi, j'aime beaucoup. Après, ça me fait de la peine, parce que je me dis, s'il refait un film en stop motion, il a dit qu'il aimait ça, et de toute façon, que c'est ça, en fait, qui l'anime. Mais je me dis, putain, je vais avoir un de ses films dans 8 ans, quoi. C'est ça qui est un peu triste, quoi. C'est que tu vas attendre hyper longtemps pour avoir un film, pour avoir un autre film. Oui, parce que Marie Max, ça fait longtemps, je crois, hein. Oui, Marie Max, ça fait oui, 15 ans, un truc comme ça. Enfin, ça, c'est un truc de fou, quoi. Marie Max, oui. C'est tellement longtemps que ça fait, quoi. Mais parce qu'encore une fois, le stop motion, c'est très long, et ils sont pas beaucoup, je crois. En plus, c'est pas un énorme studio de stop motion, hein, qui font ça en Australie, etc., quoi. Enfin bref, moi, j'ai beaucoup aimé. Et toi, Ista, qu'est-ce que t'as aimé dans le film? Quand je repense au film, parce que t'as dit, ouais, c'est un peu fun et tout, mais... Je dis pas que c'est fun, mais c'est pas, je veux dire, il y a des trucs hyper lourds, mais qui sont pas traités avec une mise en scène et des effets hyper lourds, tu vois, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr, non, mais j'ai compris. Mais oui, il se passe quand même des trucs ultra graves. C'est peut-être un des films où il se passe les trucs les plus graves que j'ai vu de l'année. Ouais, je me rends compte que le film m'a marqué, en fait. Mais je l'ai pas remarqué sur le coup, mais on est en fin d'année. Le film, t'as dit, bon, il est sorti en janvier. Et je m'en souviens. Donc c'est qui m'a marqué quand même, tu vois. Enfin, je me souviens de ce qui se passe dans le film. Je me souviens de certaines scènes, etc. Le personnage principal, il est attachant, effectivement. C'est un personnage, comme on dit introverti, je crois. Oui. Donc voilà, quelqu'un qui est assez timide et tout, qui a du mal à parler, à être social et tout, et qui va être victime de ça, voilà. Mais après, tu dis ça parle de l'enfance, mais à un moment, ils sont adultes, non, dans le film. Oui, mais je dis qu'il y a toujours un rapport à l'enfance, mais on les suit grandir, quoi, à un certain moment de leur vie, quoi. Et ouais, non, mais c'est impressionnant techniquement, l'histoire est super intéressante. C'est vrai que il passe des trucs graves et ça te fout un peu la boule au ventre, quoi, quand même. Ils sont séparés, ils s'adorent les deux, et puis en plus, ils ont plus de parents, je crois. Enfin, donc ouais, c'est... et puis ça parle de trucs, comme voilà, les sectes religieuses, enfin la religion, la grossophobie, plein de choses comme ça. Donc ça a des thèmes très adultes, et effectivement, ouais, je pense pas que ce soit... trop pour les enfants, voilà, même si c'est en animation. Un enfant, il se pend après avoir vu ce film-là. Je sais pas, parce que ouais, ça montre quand même la société pas dans son plus beau jour, on va dire. Et en plus, on voit un cadre qu'on voit pas souvent, c'est-à-dire l'Australie, quoi. Même si là, c'est fait évidemment en stop motion et tout, mais bon, il y a pas beaucoup de films que je vois qui se passent là-bas, quoi. En plus, pas dans des endroits qu'on connaît, quoi. C'est pas genre à Sydney ou quoi. C'est vraiment des campagnes ou des trucs un peu paumés, quoi. Oui, c'est plus la campagne australienne, ouais, c'est vrai. Non, mais sur le coup, ouais, c'est un super film et, qui m'a quand même marqué dans l'année, donc il mérite le top. Par contre, t'as pas dit de trucs négatifs, mais moi non plus. J'étais en train de chercher depuis tout à l'heure, mais... Parce qu'en vrai, dans ce que ça veut faire, moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Ah oui, tout est réussi quasiment, mais après, je dirais... Ouais, peut-être, comme le film abuse de la voix off parce que par besoin technique, etc., peut-être qu'il il en fait un peu trop à ce niveau-là, quoi, je dirais, voilà, mais vraiment, c'est pour chipoter, parce que je vois vraiment rien, quoi. Je sais pas trop quoi dire non plus, mais écoute, alors on va dire trop de voix off. Comme ça. Voilà. Et on va passer au top 6.
Chainsaw Man, le film, l'arc de Rez. Alors faut le savoir, c'est la suite adaptée en film d'une série animée adaptée d'un manga, voilà, faut suivre, qui s'appelle Chainsaw Man. Et voilà, alors Chainsaw Man, qu'est-ce que c'est? Bon, on va dire qu'on suit Denji qui travaille pour des Devil Hunters, voilà, des espèces de yakuza dans un monde totalement voilà, un peu fantastique où en gros il y a des démons, il y a des guerres, etc. Et lui il a le démon Shenso, le démon comment on appelle ça en français? Des démons tronçonneuses. Le démon tronçonneuse, voilà. Et il se transforme en tronçonneuse pour zigouiller des démons, en gros, quoi. Et c'est Ista qui l'a mis dans son top. Et en plus, il l'a pas mis bas dans son top. Il l'a mis top 3. Voilà, il est sur le podium. Pourquoi Chainsaw Man, l'arc Rez, est dans ton top? C'est l'adaptation, donc sur le coup, d'un arc dans le manga qui, déjà, moi, dans le manga, je l'avais lu, je le connaissais, m'avait beaucoup marqué, déjà, de base. Et voilà, ils en ont fait un film, et le film, moi, je le trouve réussi, je trouve qu'il transgresse le manga, qui fait mieux que le manga. Je trouve que les OST, les OST, je les trouve incroyables, parce que j'ai revu... c'est un film que j'ai revu plusieurs fois, déjà, donc c'est pour ça que j'avais mis dans mon top 3, parce que j'ai mis dans mon top 3 les films que j'ai le plus vu de l'année, en gros. T'aimes bien les films de Gunner, toi, tu m'as dit. Ouais, c'est ça, exactement. Je rigole. Ouais, moi en fait la relation entre Denji et Rez, elle me touche, quoi. Je trouve qu'il y a un truc premier amour et tout qui fonctionne, voilà, sur Denji qui évolue, je trouve, avec ce personnage. Et en fait j'aime bien le fait que c'est un personnage qui le manipule, mais au final ils tombent tous les deux un peu amoureux, quoi. Mais c'est ça, parce qu'il faut dire que c'est un film qui est pas que de l'action, c'est-à-dire qu'il y a une moitié qui est une espèce de romance fantasmagorique et après ça part en action non-stop, quoi. C'est ça. Et c'est genre la dernière demi-heure sur un film d'1h30. Et donc pendant 1 heure, c'est en gros, c'est du slice of life, comme on dit. Voilà, des gens qui se baladent, qui se parlent, qui vont, voilà, au cinéma. Et il y a la fameuse scène de la piscine, qui est une scène qui a marqué beaucoup de monde qui ont vu le film. Beaucoup de gens en ont parlé sur les réseaux. Et ouais, moi, je trouve que la scène de la piscine, c'est une super scène et qui marque un peu un tournant dans le récit. Et ouais, moi, je trouve après que l'animation aussi est super. Voilà, bon, on sent que c'est un film, quoi. Il y a le budget. Voilà, les 30 dernières minutes où ça bastonne à fond, c'est assez fou visuellement, tout ça. Et ouais, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et la fin, j'ai trouvé triste. Et ouais, la chanson de fin, moi, je peux chialer, quoi. Donc voilà, moi c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui m'a un peu ému. C'est un arc que j'aime beaucoup dans le manga déjà, et je trouve qu'ils l'ont vraiment amélioré, quoi. Et pour moi ça a été une vraie réussite, cette adaptation là, plus que voilà, il y a eu le film Demon Slayer. Demon Slayer, je trouvais que ça avait plus un côté compilation d'épisodes. Là, je trouve que c'est quand même un film qui arrive à se tenir sur un film, voilà, sur une structure de film en gros, où je trouve qu'il y a un truc un peu en 3 actes comme ça, et ça fait très cinéma, quoi. Et je trouve que ça marche, quoi. Donc ouais, moi je suis très très convaincu par ce film, et c'est une de mes plus grosses, un des mes plus gros coups de cœur de l'année, ouais, clairement. Moi, je suis pas fan de Chainsaw Man, la série animée, enfin l'anime de base, quoi. Je déteste pas, hein, mais je trouve ça, voilà, je trouvais ça un peu surcoté, la saison 1, voilà, un peu sans plus, quoi. Pour le coup, on m'a vendu quelque chose de radicalement différent des autres shonen neketsu type Naruto, etc. Et bon, ouais, je trouve que c'était pas tellement, pas autant, en tout cas, que ce qu'on m'a vendu. Et c'est la première fois qu'on parle de Japanimation, je crois, dans le podcast en tant que film, je sais plus. Ouais. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, les films tirés de séries animées, etc., ça cartonne de plus en plus au cinéma, là, depuis quelques années, quoi. Et là, Chainsaw Man, c'est un carton. Le film Demon Slayer, c'est un des plus gros cartons de l'année. Enfin, vraiment, il a 800 millions, je crois, un truc quasiment, au box-office au total. Enfin, c'est un délire total, quoi. Et voilà, ça montre vraiment l'ampleur des fans de Japanimation, en fait, dans le monde, à quel point ça s'est développé. Et oui, en fait, le film, en 1h40, effectivement, en fait, ils ont pris un arc qui est presque parfait, en fait, pour faire un film, je pense. C'est-à-dire que c'est une histoire qui tient bien en 1h40, quoi. C'est-à-dire que c'est pas si long, etc. Mais c'est vrai que t'as l'impression que t'aurais pu déplier un film. Après, il y a quelques moments, quand même, où ils sont un peu obligés parce qu'ils sont dans une série animée, et cette série animée va avoir une suite, et donc, il y a forcément des choses qui sont dans le manga et qui sont retranscrites ici, qui n'a pas vraiment d'importance dans l'histoire forcément qu'on nous raconte, voilà. Et puis même, le film est une suite
de la série animée, quoi. Donc je pense que si t'as pas vu la série animée, je pense que t'en as un petit peu rien à foutre de ce qui se passe à l'écran, je pense. Mais voilà, moi j'aime beaucoup le début de l'histoire, quoi. Enfin la première moitié, la première heure, je sais pas combien de temps ça va, mais c'est vraiment ma partie préférée parce que c'est effectivement un genre de film d'amourette, de tranche de vie d'été, en fait. Voilà, et moi j'aime bien les films de tranche de vie d'été, d'amourette, etc. Et là où pour le coup, il se démarque, Denji, donc le personnage principal de pas mal de héros de manga de ce type shonen neketsu, etc. Type que tout le monde connaît, de toute façon les Naruto, les Luffy, etc. C'est qu'en fait, il veut être un mec simple, quoi. En fait, Denji, il a pas de grand plan dans la vie, il veut pas devenir le roi des pirates. Voilà, il veut juste une copine, une maison. Et voilà, il a pas de grande quête ou quoi, et c'est ça qui le différencie. Et je dois bien avouer que ça marche plutôt bien, en fait, dans la première partie. Juste de voir ce mec qui a jamais vraiment rien eu, parce qu'il a une vie un peu misérable avant, etc. Avoir l'attention d'une fille, en fait, tout simplement, et de voir que c'est la première fois qu'il va vraiment tomber amoureux, qu'il va, voilà, les premiers bisous, enfin, c'est peut-être pas son premier bisou, mais, enfin voilà, t'as compris. C'est un peu les premières ébats amoureux et tout. Et ouais, c'est assez magnifique. En plus, le film est vraiment un cran au-dessus même de la série, hein, parce que la série moi je la trouve pas dégueu visuellement, etc. Mais là vraiment on est vraiment un cran au-dessus, enfin clairement, quoi. C'est-à-dire que là ils ont changé un peu le design d'ailleurs. Oui, par rapport à la série. Mais les couleurs, les textures, les liquides, enfin tout est assez fou, quoi. Et après, dans la deuxième partie, on rentre dans un truc hyper action qui me plaît moins, mais qui me plaît vraiment quand même, hein. C'est-à-dire, mais il y a un contraste hyper fort quand même entre la douceur, on va dire, de la première partie et la violence et le côté un petit peu épileptique de la deuxième partie, parce qu'il faut vraiment pas être épileptique, hein, quand tu vas voir ce film, parce que ça fuse dans tous les coins, quoi. Et ouais, l'action est super, surtout que le pouvoir de Reze, donc l'antagoniste de ce récit-là, et ben en fait est très propice aux scènes d'action de ce genre, parce que ça fait tout péter, quoi, tout simplement. Et donc il y a un plaisir de voir tout faire exploser qui est hyper prenant. Et la deuxième partie, c'est un vrai ride, quoi. Ça s'arrête pas une seule seconde, quoi. Vraiment, ça enchaîne, et vraiment. Et si vous aimez ce genre d'action, là vous allez être servi, quoi. Il y a un bordel épileptique, mais qui est assez contrôlé, quoi. C'est pas juste un bordel pour foutre le bordel, quoi. Ça bouge tout le temps, c'est explosif. Et là, tu parlais de la musique, mais ce qui est super bien, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont calé le montage sur la musique, quoi. Et donc, du coup, ça donne un côté hyper entraînant, quoi. Et je pense aux pauvres animateurs aussi, qui ont dû, je pense, cruncher comme pas possible pour faire ce film. Voilà, une petite pensée à eux. Après, moi, j'aime bien le film, voilà, je trouve que c'est vraiment un bon film, et bien mieux que ce que j'espérais, vu que j'aime pas le film d'animation, mais il y a quand même quelques défauts. Je trouve que par exemple là, voilà, je parlais de la voix off sur Mémoire d'un escargot, mais là ça abuse de la voix off, et là par contre c'est tous les tropes de beaucoup de ces genres de shonen neketsu, c'est-à-dire que c'est un peu trop explicatif les genres de voix off dans ce genre d'animé, ou des personnages qui déclarent des choses qu'ils n'ont pas vraiment besoin de déclarer, qu'on comprend, mais pour que bien tu comprennes. Et ça, c'est pas que dans Chainsaw Man, hein, c'est dans beaucoup de shonen, etc., où on a des longs monologues. Pour moi, c'est de plus une narration des codes des médias japonais, je trouve. Oh oui, complètement. Parce que même c'est ça dans les jeux vidéo, c'est pas forcément que dans les shonen neketsu, ça, je trouve. Tu vois. Oui, c'est possible, mais moi, c'est vrai que mais parce que j'ai pas envie de d'essentialiser les mangas, parce que je sais qu'il y a il y a des mangas où ils explicitent pas tout le temps, tu vois. Je trouve qu'il y a vraiment, voilà, moi, j'adore un manga que ça. Ouais, mais les trucs mainstream, tu vois, ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit shonen neketsu, parce que c'est dans ce genre-là, voilà, à peu près dans ces procédés narratifs-là qu'on retrouve ça, où le héros déclame des trucs, enfin voilà, qu'il a pas forcément besoin de décréter. Voilà, et puis effectivement, le film se tient pas tout seul, clairement. Je veux dire, si t'as pas vu l'anime, je pense que le parcours de Denji et son amourette, t'en auras un petit peu rien à foutre. Mais voilà, moi, en tout cas, entre quelqu'un qui a suivi la série, moi, et qui aime pas la série, j'ai plutôt aimé, hein. Voilà, je le dis, hein. Ouais, moi j'ai pas donné de choses négatives sur le film. Vas-y. Mais en gros, ouais, c'est un peu. Là, en le revoyant, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est ce truc de. Il te tease des trucs pour ce qui va, mais qui en fait ne sont pas dans le film. Voilà, rien que l'intro, en fait. Je pense à l'intro du film. L'intro avec la porte, c'est quelque chose qui arrivera plus tard dans l'animé, quoi. Cette histoire de porte là, en fait, ça revient pas du tout dans le film. Donc je trouve ça bizarre pour commencer comme ça avec une intro. Mais après, je suis pas sûr d'être d'accord avec toi. Je pense que quelqu'un qui a pas vu peut regarder et peut apprécier, hein, je pense, moi. Oui, non, mais c'est que spéculatif. Mais je me dis, enfin, je veux dire, le film n'introduit pas le personnage de Denji. Le film n'introduit pas comment ça s'appelle, Makima, par exemple, ce genre de choses. Donc, je pense que tu peux être un petit peu perdu sur pas mal de choses. Après, apprécier le film, tu peux pas tout comprendre, mais tu peux clairement apprécier le film, juste les scènes d'action, les trucs comme ça, tu vas kiffer. Enfin, je veux dire, voilà, c'est
tu peux très bien kiffer quand même. Oui, parce qu'après, ça reste un manga quand même. Hein. C'est vrai, voilà. Et voilà, c'était notre avis sur Chainsaw Man, le film Read the Ark. Enfin voilà, c'est un titre pas trop long. Et on va passer au top 5. I can feel in my body that it was really bad. But there's a reason, even if I can't see it, that I'm alive. Sorry Baby de Eva Victor, et avec Eva Victor, puisqu'elle se donne le rôle principal, qui est un film plutôt indépendant américain, voilà, où on suit le personnage d'Agnès, voilà, à qui il est arrivé quelque chose dont on ne sait pas vraiment la nature, mais bon, on va en parler, c'est pas vraiment un spoil, parce que ça cache pas du tout le visionnage, et de toute façon on comprend assez vite ce qui s'est passé, et qui, voilà, est un peu recluse, etc. Et on va suivre la reconstruction de ce personnage-là. C'est moi qui l'ai mis, voilà, il est top 2. Voilà, il est top 2 de mon année, parce que c'est un des films qui a été une vraie surprise pour moi, et qui est un premier film aussi, hein, c'est ce premier film d'Eva Victor qui est assez réussi, et bah c'est ça parle de ça, ça parle d'une agression sexuelle, et c'est pas vraiment, enfin, ça va pas gâcher le visionnage si vous l'avez pas vu, que je vous le révèle, hein, vraiment pas, et de comment une personne va le vivre, en fait, et va essayer de se reconstruire. Et ce qui m'a vraiment bouleversé, il m'a vraiment eu, c'est vraiment la manière hyper réaliste dans laquelle ça traite le sujet. C'est-à-dire que c'est très touchant, hein, le film, hein, vraiment, et je pense qu'il est pas à mettre dans toutes les mains, parce que voilà, ça peut, voilà, si des gens ont vécu ce genre de choses, je pense que ça peut leur raviver certains trucs, mais je trouve que ça le traite d'une manière que j'ai pas vraiment vue avant. C'est-à-dire que d'habitude, ce genre de film-là, ils sont pas aussi lumineux, quoi. Ils sont pas aussi, je vais pas dire positifs, parce que c'est quand même un film qui parle de trucs assez graves, mais lumineux dans le sens d'aller chercher, ouais, de la lumière dans les relations, dans les moments de vie, etc. C'est pas, ce que je veux dire, c'est pas un film misérabiliste. Et je sais qu'il y a beaucoup de films qui utilisent, parce que voilà, c'est le cinéma s'est pas mal emparé des agressions sexuelles, etc. pour en parler dans les films, mais il y a beaucoup de fois où c'est quand même fait d'une manière, je sais pas, un peu voyeuriste, un peu d'appuyer un peu le côté misérabiliste de ces choses-là. Enfin, ça utilise les agressions sexuelles pour avoir un film un peu pathos, etc. Et là, on n'est vraiment pas du tout dans ces trucs-là, quoi. C'est-à-dire qu'on va vers une reconstruction d'un personnage, et la structure du film, elle est dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a une structure un peu en puzzle, en fait, qui prend le point de vue d'Agnès. C'est-à-dire que Agnès, elle est dans une phase où elle est complètement confuse, en fait. Il y a ses souvenirs, la mémoire qui est plus vraiment la même, et ce qui est souvent le cas avec des personnes qui ont subi des traumatismes, etc., et qui va un peu sélectionner des moments de sa vie pour le reconstruire, et parce qu'en fait il faut savoir que le film est pas dans l'ordre chronologique, c'est pour ça que je disais qu'il est un film en puzzle, c'est-à-dire qu'on démarre, on sait pas exactement quand on est, puis après on revient dans le passé au moment où il s'est passé ce qui s'est passé, puis après on va dans le futur. Enfin bref, c'est un petit peu un puzzle. C'est pas difficile à suivre du tout, hein. Ça c'est pas genre, ça peut pas c'est pas un film qui est confus vraiment dans sa narration, mais je trouve que c'est un film qui est assez dur, parce que ça montre que la guérison totale n'est pas vraiment possible, mais c'est le parcours d'un personnage, voilà, qui va essayer de se reconstruire et d'aller vers la lumière, quoi. Et on passe vraiment des moments de vie très doux et très touchants, et le film est assez sobre, en fait, dans sa mise en scène, c'est-à-dire qu'il en fait pas trop. Je disais qu'il y a certains films qui utilisent les agressions sexuelles et peut-être qu'en font trop dans la mise en scène, mais c'est ça, en fait, qui est dur, je pense, dans ce genre de film, c'est d'avoir la justesse sur un sujet aussi délicat, quoi, de pas en faire trop, et d'en faire assez en même temps, parce que faut pas trop être en retrait non plus, mais la manière dont elle filme, ou plutôt elle choisit de pas filmer l'agression sexuelle, parce qu'il y a le moment où ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a un plan sur une maison où on est à l'extérieur de la maison, et il y a une ellipse, et on comprend très rapidement, en fait, ce qui s'est passé. Et je trouve que le film est un peu à cette image, c'est-à-dire que on comprend tout, et c'est le choix le plus sobre, mais qui permet de tout capter, en fait, sans être voyeur, sans être vraiment grossier sur ces sujets-là, quoi. Et là, je parle vraiment de film lumineux, parce que le film est pas, et il y a des moments drôles, en fait, dans le film aussi, quoi. Enfin, vraiment, c'est comme pour Mémoire d'un escargot, je disais que le film est pas misérabiliste, et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que dans la vie, pour le coup, même dans les moments un peu durs, etc., en fait, il n'y a pas que des moments où la personne se morpho et est en train de pleurer, tu vois, dans les chaumières, quoi. Il y a des moments drôles, de gênants du quotidien. Il y a un humour un peu pince sans rire dans le film, et c'est très réaliste, quoi. Dans certaines situations assez dramatiques, il y a un décalage qui se crée, et je pense que le film dénonce clairement comment les victimes sont traitées dans ce genre de cas par les professionnels de la santé et par les professionnels de l'université. Il y a une scène qui est assez drôle, où après l'agression sexuelle, le personnage d'Eva Victor va chez le médecin,
il y a une scène où en fait qui est assez drôle et réaliste en fait sur ce que vivent les femmes quand elles vont voir ce genre de professionnels de santé, c'est le manque d'empathie flagrant en fait de ces personnes-là. Et il y a aussi le moment, un des moments hyper drôles quand tu rapportes à l'université ce qui s'est passé et c'est des femmes qui la prennent en charge et elles lui disent on est des femmes, on comprend. Et après on hochant la tête et c'est juste ce moment-là qui est assez drôle quoi. Et je trouve qu'Eva Victor, la réalisatrice qui est l'actrice principale, elle se donne pas forcément le beau rôle dans le sens où il me semble que c'est assez autobiographique. Faudrait vérifier, mais il me semble que ça parle quand même d'un truc personnel qui lui est vraiment arrivé, mais elle se donne pas le beau rôle. C'est-à-dire que le personnage il est pas complètement empathique, quoi. Ce personnage d'Eva Victor, on a du mal à un peu à le sonder. Elle va pas forcer une empathie pour un personnage qui, parce que c'est souvent le cas, enfin pas souvent le cas, mais ça aurait pu être une manière un peu facile, de forcer l'empathie pour ce personnage à qui va arriver quelque chose de terrible pour te faire chialer, etc. Et là, je trouve qu'elle force pas du tout l'empathie en fait sur ce personnage-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de terrible qui lui arrive et bah voilà, c'est fort en fait, c'est assez fort. Moi, je trouve le tour de force qu'elle arrive à faire et elle arrive à avoir des relations entre les personnages que moi ils m'ont beaucoup touché, avec le voisin, avec il y a une relation féminine amicale, enfin une sororité en fait tout simplement entre le personnage d'Eva Victor et Noémie Aki qui est vraiment super, qui est très drôle, qui est vraiment dans l'écoute, etc. Et bon voilà, je viens de penser qu'il faut que je trouve un défaut au film et là, ça me fait un petit peu chier quoi. Je dirais peut-être l'utilisation de la musique à certains moments, peut-être là qu'effectivement il y a un peu ce côté et elle en fait un petit peu trop peut-être avec la musique sur certains passages qu'on n'a pas forcément besoin, mais voilà, moi j'ai vraiment adoré, c'est un film qui m'a vraiment pris et voilà, Ista. Voilà, toi. Ouais, alors moi j'ai trouvé le film sympa, sur le coup. C'est vrai que c'est bien qu'il aille tout en sobriété et tout sur... Ouais, tu parlais de la scène de la maison, effectivement. Ouais, c'est vrai que ça, sur le coup, c'est bien. C'est pas voyeuriste et tout, c'est bien fait. Ouais, c'est une première réalisation, donc c'est plutôt bien foutu. C'est un bon film. C'est vrai qu'il y a des trucs qui m'ont fait rigoler, notamment il y a un personnage, une blonde là, qui est jalouse d'elle, mais il y a un peu un truc un peu rigolo avec elle où ils font un peu... Je crois qu'ils la cassent des fois, je sais plus exactement, mais... Oui, parce qu'elle se ridiculise, le personnage se ridiculise un peu à longueur de journée, ouais. Elle est ultra jalouse et tout, et elle est tout le temps en train de se ridiculiser, oui, c'est un peu rigolo. Voilà, il y a un chat, moi j'aime bien les chats, donc ça c'est sympa. Mais ouais, en fait, je trouve que c'est un film solide, qui marche très bien. Moi, c'est juste qu'en fait, le film m'a pas réussi vraiment à m'emporter. En fait, c'est plus personnel, c'est que moi je suis pas rentré dedans plus que ça, tu vois. Mais le film est bon. Enfin, j'ai rien à reprocher au film en fait en lui-même. C'est juste ça en fait. C'est moi je n'ai pas de cœur et voilà. Je suis pas... Ça arrive. Hein, ouais. Voilà. C'est juste des fois ça marche pas et moi ça a pas marché. Puis c'est pas des thématiques forcément qui sont très proches de nous. Hein. C'est ça aussi peut-être. Ouais, c'est ça aussi. Moi je suis un homme, hein, donc voilà, j'ai pas eu ce genre de problème. Donc ça m'a pas forcément plus parlé que ça, mais le film est bien fait et tout, et je comprends que tu l'as aimé, il y a pas de souci quoi. Ouais, et en plus Eva Victor est nommée aux Golden Globes en tant qu'actrice principale, donc c'est assez ouais en tant que dans le drama, dans dramatique, meilleure actrice dramatique. Elle joue bien, hein, sur le coup, elle joue bien. Ouais. Je pense pas qu'elle ira aux Oscars ou quoi, mais c'est quand même enfin voilà, je trouve qu'il y a peut-être une révélation là-dessus quoi, et ouais, bon écoute, moi je suis très content d'avoir ce film dans mon top pour le coup. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a les journaux, ils parlaient d'une comédie, mais c'est pas vraiment une comédie et tout, donc il y avait un truc un peu comme ça. C'est ça aussi, le film est drôle, hein. Enfin voilà, il faut pas s'attendre à... Voilà, il y a aussi des passages un peu drôles quoi. Mais c'est pas Dumb and Dumber quoi. Non, ce serait un peu malvenu je pense quand même. Et je te propose de passer à la suite, Ista, on va passer au top 4. On est les Thunderbolts! Thunderbolts de Jack Schreier, voilà le film Marvel Studio, voilà qui réunit une équipe d'anti-héros, une sorte de Suicide Squad, voilà qui est menée par Yelena Belova, voilà Florence Pugh. Ista, c'est toi qui l'as mis dans le top de cette année. Il est deuxième de ton top, ouais, il est quand même assez haut, voilà, il est deuxième sur le podium. Pourquoi Thunderbolt est à cette place-là, Ista? Bon je pense qu'à force de faire des épisodes de la nuit des sorties, on me connaît et on sait que je suis un gros fan de super-héros. Quoi? Voilà. Quoi? Non, c'est pas vrai. Mais si, et oui, il y a eu 3 films Marvel Studios cette année, hein. Il y a eu Captain America, Brave New World, Thunderbolt et Fantastic Four. Et je trouve que Thunderbolt est le plus réussi des 3.
Et moi, c'est un film sur lequel, à chaque fois que je le remate, je prends de plus en plus de plaisir. Moi, c'est un film qui me parle beaucoup. Voilà, sur le côté dépression qui ressort beaucoup du film. Je trouve que sur le coup, ça donne un côté un peu différent aux autres films Marvel. Le fait aussi que toute l'équipe derrière soit un peu des gens un peu du ciné indé qui ont un peu fait leurs preuves, voilà, qui viennent un peu tous de A24, etc. Là, il y avait même un trailer A24 là, qui était un peu rigolo, moi, il m'a fait rigoler. Mais je trouve que ça donne un projet qui est solide et voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le fait que ce soit un film que tout le monde chiait dessus pendant ces 3 dernières années et voilà, parce que l'équipe et tout effectivement était surtout composée de super soldats et voilà, il y en a beaucoup qui disent ouais ça va être nul et tout, et qu'au final ça ressort un des meilleurs projets de la phase 5 quoi, et avec des personnages comme Sentry et Yelena. Surtout moi, Florence Pugh, je trouve que ce film c'est le film de Florence Pugh et qu'elle est géniale dedans quoi, et moi c'était un vrai coup de cœur. Je trouve que les persos sont chouettes dedans, à part peut-être il y en a certains qui sont un peu mis en retrait. US Agent, Yelena et Sentry, moi c'est des personnages que je trouve vraiment réussis dans l'après Endgame, je dirais. Et voilà, il y a Red Guardian, alors il fait débat, moi il me fait rire, mais je comprends qu'on l'aime pas et qu'il soit insupportable et tout, c'est le comic relief, voilà. Mais ouais, ce truc des nouveaux Avengers et tout, enfin je trouve qu'en fait ils sont devenus attachants, c'est un peu ce côté un peu loser quoi, là, un peu à la James Gunn quoi, même si c'est pas James Gunn. Mais ouais, à la fin tu vois, à la fin du film j'ai envie de les suivre, là ça devient les nouveaux Avengers et j'ai envie de voir c'est quoi la suite et tout. Et moi je trouve que ouais, c'est le projet le plus réussi de Marvel Studios là, en 2025 en tout cas, parce que les autres c'est un peu plus Brave New World, voilà, c'est compliqué, et Fantastic Four, bon on va en parler dans une autre émission. Donc voilà, moi Thunderbolt, j'aime les super-héros, c'est un des meilleurs films de super-héros de l'année, et voilà, moi je suis très content de ce film là que j'aime beaucoup. Ouais, bon, là, moi, je suis plus mitigé que Ista, là, par contre, pour le coup, sur celui-là, parce que bon, j'avoue que j'étais assez surpris de le voir aussi haut dans ton top, parce que, moi, je l'ai pas du tout mis dans mon top. Après, c'est vrai que c'est plutôt une bonne surprise compte tenu des dernières années de Marvel, pour moi, en tout cas, parce que j'ai Captain America, Brave New World, Deadpool, Wolverine, tout ça. Moi, j'ai pas été très fan, voilà, pour le dire assez légèrement. Même si je trouve que tu l'as mis très très haut quand même dans ton top. Je suis choqué. J'ai mis moi les films que j'ai regardé beaucoup. Donc voilà, j'ai regardé 3-4 fois. C'est vrai, non mais c'est ton top, t'as totalement le droit. Et là, c'est vrai que ce qui marche, c'est qu'on retrouve en fait une vraie équipe, un vrai film d'équipe, quoi. Et ça faisait longtemps en fait dans la MCU qu'on n'a pas des films d'équipe, et c'est pourtant ça qui marchait en fait beaucoup dans les phases d'avant, et c'est ce qui me faisait aimer une certaine partie du MCU. Ça fait longtemps que ça n'était pas aussi bien géré. Enfin, il y a un cœur émotionnel en fait du film qui est Florence Pugh, et ça fonctionne. Et de toute façon, Florence Pugh, n'importe où ça fonctionne. Donc voilà, Florence Pugh, j'aime beaucoup cette actrice, et je trouve que là, oui, le rapport à la dépression, on le sent vraiment entre elle et Sentry. Voilà, c'est vraiment les deux cœurs émotionnels, et j'avoue que ouais, ça a fonctionné aussi sur moi. Sentry qui a un super design en noir, quand il est tout en noir et tout, qui est super. Mais voilà, il y a ce cœur émotionnel qui me manquait beaucoup, je pense, au dernier film du MCU, dans le sens où voilà, là il y a quelque chose d'intime qui se joue, quoi. Ça se concentre plus sur l'intime que l'action, en fait, cette histoire, et c'est quand même bienvenu, quoi. Là où il y a des débauches de scènes d'action, de complots, etc. Par exemple, Brave New World, c'était insupportable. Oui. À ce niveau-là. Et je trouve que mais là même le troisième acte qui se finit pas sur une grosse baston aussi. Oui, c'est ça évite certains écueils, effectivement. Le troisième acte, on n'a pas le troisième acte d'action générique du MCU qu'on connaît bien, même si l'action du film est pas la pire, hein, voilà. Enfin, c'est pas, je vais pas dire que l'action est super ou quoi, mais c'est vrai qu'on a vu des scènes d'action, mais encore Brave New World, au début d'année, c'était horrible, quoi, en termes de scènes d'action. Là, ça va, et il y en a pas 50 000. Mais après, le problème que moi j'ai, c'est que ça reste assez calibré, quoi. Visuellement, ça ressemble à un film du MCU. Voilà, la photo, la musique, c'est encore un fond sonore qu'on n'entend pas trop. Enfin, il y a encore pas mal de tropes du MCU qui restent, même si dans l'idée du film du MCU calibré, c'est peut-être le meilleur qu'on ait eu depuis, je sais même pas combien de temps, je t'avoue, j'ai pas pensé. Et ouais, peut-être le problème, c'est que les persos sont pas tous au même level, quoi. Effectivement, là, je te parlais de Yelena, et je parle de Sentry, qui sont plutôt pas mal. Mais déjà, US Agent, je trouve que bon, il est un peu plus moins mis en avant, mais bon, ça va encore. Je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne. Mais alors, Ghost, par exemple, le personnage de Ghost, il est comme son nom l'indique, il est transparent, c'est un fantôme. C'est un fantôme, quoi. Je trouve qu'elle est là au début du film, pendant la première heure, et après elle disparaît, je trouve. Au début du film, quoi, ils sont que 4 là.
tu vois, mais après, ouais. Ouais, mais moi, je trouve qu'elle a rien de consistant à défendre. Et je crois que je l'avais dit dans notre critique, hein, voilà, allez l'écouter, on l'avait fait au début d'année. C'est que ça veut dire que je me souvenais plus du personnage de Ghost au début du film. Et en fait, je m'en souviens toujours pas après avoir fini le film parce que, Ant-Man et la Guêpe, désolé, mais je m'en souviens pas tellement non plus d'Ant-Man et la Guêpe. Voilà, c'est pas le film qui me reste. Et oui, moi, voilà, le plus gros problème du film, c'est ce Red Guardian, quoi. C'est David Harbour qui est insupportable tout le film, en fait. Enfin, je veux dire, là, il se jouait quelque chose d'intime et d'un peu sérieux premier degré, et dès qu'il débarque, enfin, c'est vraiment la pétarade de blagues nulles, et en plus qui vient désamorcer certains trucs, enfin, t'as envie de lui foutre des baffes, quoi. Franchement, Red Guardian, mais dégage de là, quoi. Moi, il veux qu'il meure dès le début dans Doomsday, quoi. C'est ça qui me ferait plaisir, quoi. C'est vraiment que Red Guardian il crève. Désolé, j'aime pas du tout ce personnage, moi. Voilà, je trouve insupportable. Ouais, mais il y a un moment, il a une belle scène avec Yelena. Je trouve qu'il y a vraiment là, il y a ce moment-là où avec les deux, tu sais, où Yelena elle dit mais j'en peux plus et tout, où elle sort tout, quoi. Tu sais, où elle balance tout. Ouais, là, David Harbour, il est plus dans la sobriété et ça marche aussi, tu vois. Mais ouais. Ça rattrape pas toutes les blagues de merde qu'il fait. Moi, je le trouve drôle, regarde. Voilà, désolé. Moi, ça marche. Je sais que vous les aimez pas, là, chez les cinéphiles, là, mais voilà. Il en faut pour tout le monde, écoute-moi, voilà. Ouais, exactement. Mais j'allais dire aussi, dans mon point négatif, Ghost, oui, effectivement, qui est pas assez mis en avant parce moi, je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec le personnage. Au final, je trouve qu'il l'abandonne au milieu du film, en fait. Moi, je trouve ça mon problème. Parce que, après, il y a Bucky qui se rajoute et tout. Et en fait, il commence à être beaucoup, quoi. Il commence à être 6, je crois. Et j'ai l'impression qu'il met Ghost un peu de côté, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Le générique de fin est super aussi, avec les papiers journaux et tout. Il est un peu original et tout, il est cool. Moi, j'ai plutôt bien aimé tout ça. Et voilà, c'est notre avis sur Thunderbolt, notre top 4, et on va passer au top 3. Dis-le, ma chérie. Je t'aime, Bob. Moi aussi, je t'aime. Tu sais ce qu'est la liberté? L'absence de peur. Dans le genre Tom Cruise. Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, où on va suivre un ancien révolutionnaire joué par Leonardo DiCaprio qui va essayer de retrouver sa fille, voilà, qui a été enlevée par Sean Penn, qui a un rôle, on va revenir tout de suite, assez fou. Et toi, dans ton top, il est 10e, moi il est 4e, et c'est voilà, l'un des seuls qui est commun à nous deux, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il se retrouve 3e, et c'est un des films les plus marquants de l'année, voilà, qui a fait beaucoup couler d'encre. Et voilà, moi je l'ai mis plus haut dans mon top, donc je vais peut-être commencer pourquoi je l'aime autant ce film-là. Et pour moi ça a été une évidence, même quand je l'ai vu, etc. J'ai fait ce film va être dans mon top de l'année, quoi. On a fait un long épisode dessus, donc on va pas s'attarder non plus 50 ans sur le film, parce que je crois que c'est un de nos épisodes les plus longs sur un film qu'on a fait. Mais je trouve que c'est un ovni parmi les blockbusters, quoi, en fait, parce que y a pas beaucoup de films à 150 ou 130, je sais plus, millions de dollars qui ont cette singularité, pour le coup, voilà, et qu'un film original, on le rappelle. Et d'ailleurs, je suis très content de voir qu'il a été pas mal push, qu'il a été pas mal soutenu sur les réseaux, et que dans peut-être les cérémonies de récompense, il va rafler des trucs. En tout cas, il est pas mal nommé, ça c'est plutôt cool. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Paul Thomas Anderson, j'aime beaucoup ses films, j'aime beaucoup la manière dont il a de mettre en scène, j'aime beaucoup ses personnages nuancés, ses thèmes, etc. Enfin, moi je trouve que c'est un master, et avant même la sortie de Une bataille après l'autre, j'ai été hypé. Et il nous surprend encore une fois, quoi. C'est-à-dire que c'est encore un film différent, et il ressemble pas du tout à son film précédent, qui ressemblait pas encore à son film d'avant, quoi. Et c'est un film qui parle encore un petit peu de l'Amérique, voilà. Donc c'est le 3e film qui parle un peu de l'Amérique, pour le coup. Et moi, je trouve que le rythme du film est super. C'est-à-dire qu'il a un rythme qui lui est complètement personnel, quoi. C'est-à-dire qu'il a l'énergie. Moi, j'avais dit dans ma critique, c'est un film qui a l'énergie de révolutionnaire, quoi. C'est-à-dire, il est au rythme de Leonardo DiCaprio, quoi, qui va essayer de retrouver son esprit révolutionnaire d'antan. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec Paul Thomas Anderson, c'est qu'il adapte souvent sa mise en scène au personnage qu'il suit, quoi. Et là, vraiment, je trouve qu'il y a une vraie énergie, mais chaotique, qui se dégage du film, qui est vraiment succulente, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des péripéties qui s'accumulent, et tout est géré vraiment d'une main de maître, voilà, au niveau de la mise en scène, au niveau des longs plans qu'il fait. Enfin, pour moi, il a quasiment pas d'égal à ce niveau-là, quoi. Mais la manière qu'il a de faire durer les scènes, d'installer une ambiance chaotique, les plans séquences sont complètement virtuoses, mais toujours avec les personnages au centre. Voilà, il n'oublie pas son objectif. C'est ça que j'aime bien avec Paul Thomas, avec PTA. Et moi, ce que j'adore dans le film, c'est que tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer à la scène d'après. Tu te demandes toujours, mais qu'est-ce qui va se passer après, là? Là, tout s'enchaîne, tout s'accumule. Parce qu'en fait, il y a des changements de rythme, des changements de ton constamment, et c'est tellement maîtrisé. Mais c'est vraiment ça, moi, qui me bluffe, c'est la maîtrise, quoi. La maîtrise du film, quoi. Et la séquence de fin.
la séquence de fin me reste gravée dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a une course-poursuite qui utilise la verticalité dans la course-poursuite. Je n'ai jamais vu ça avant. Et il y a un côté galvanisant à avoir quelque chose que t'as pas vu et qui a une telle ampleur, quoi. Et moi, il y a des scènes dans le film qui me font mourir de rire, quoi. Enfin, je veux dire, toute la scène au milieu, moi, que je trouve incroyable, où Leonardo DiCaprio va rencontrer le personnage de Benicio del Toro. Et tout ce qui va s'en suivre, mais c'est un truc de fou, quoi. L'enchaînement, au moment où il se retrouve dans l'appartement de Benicio del Toro avec plein de gens qui évacuent, il se retrouve au téléphone, et là il commence à s'embrouiller avec les révolutionnaires du dimanche. Enfin, c'est incroyable. Et puis la finalité où il tombe, enfin, c'est fou, en fait, l'enchaînement, c'est fou malade. Enfin, c'est très drôle. Et ensuite, des personnages qui sont atypiques, quoi. Moi, Leonardo DiCaprio, moi, j'aime beaucoup les choix de carrière qu'il a fait, là, récemment. Je le trouve qu'il est vraiment revenu en forme, parce que bon, ses performances à la de Revenante, etc., c'était peut-être pas forcément les meilleures. Et ouais, c'était pas des persos tout noirs ou tout blancs, c'est des persos assez nuancés avec un casting incroyable. Mais Sean Penn, il nous a fait une performance de dingue, là, une espèce de réac complètement raciste, mais en même temps qui est attiré par les femmes noires, etc. Enfin, je trouve que l'ambivalence du personnage, ses contradictions internes, elles sont vraiment... C'est Quaritch. C'est Quaritch. Il y a un peu de Quaritch en lui, effectivement, Sean Penn, quoi. Et en fait, c'est un perso qui arrive à être à la fois fascinant et à la fois terrifiant, quoi. Mais en même temps aussi ridicule à certains moments. Enfin, c'est super, je trouve. Et il y a vraiment des révélations d'actrices, en fait, dans le film. Il y a Teyana Taylor qui est là pendant les 30-40 premières minutes du film, je sais pas exactement, mais en tout cas qui bouffe l'écran, qui est vraiment incroyable, quoi. Et sa présence, même si elle est plus là, sa présence, elle est vraiment palpable dans les heures du film qui vont suivre, quoi. Et Chase Infinity, qui était une actrice que je connaissais pas du tout, qui joue la fille de Leonardo DiCaprio, qui est aussi impressionnante. Donc voilà, je veux dire, voilà, la direction d'acteur, de toute façon, chez Pitié, c'est quelque chose qui est assez reconnu en général. Et là, je trouve que tout le casting aussi démérite vraiment pas. Et ouais, moi, j'ai vraiment kiffé ma séance, et c'était vraiment une de mes... Je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu une fois au cinéma normal et une fois sur un écran IMAX, et j'ai vraiment pris ma pâtée sur le film. Et oui, monsieur, oui, on dépense de l'argent. Ça fait plaisir. Et oui, monsieur. Et t'as pris ta pâtée dans un cinéma pâté? J'ai pris ma pâtée dans un cinéma pâté par un film de PTA. Voilà. Waouh, t'as vu les enchaînements? Il y a que dans ce podcast que t'entends ce genre de trucs, hein. Exactement. Et toi, Esta, il est aussi dans ton top. Bah voilà, on a beaucoup aimé, hein. Oui, bah j'ai beaucoup aimé. En fait, moi je crois que j'avais été un peu dur avec le film quand même quand on avait fait la critique. Ouais. Mais bah voilà, ça a décanté après. Non, mais il y a un problème. Faudrait que je revoie le film, mais voilà, je vais le dire dans mon truc négatif après. Sur le coup. Mais oui, là, quand j'ai revu... en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux, qui remettent des extraits et tout. Et c'est vrai que le personnage de Sean Penn, il est incroyable. Le personnage de Benicio del Toro, il est génial. Sur le coup, enfin, moi, j'aime beaucoup le côté... C'est un prof de karaté, donc en fait, il est tout calme, il est toujours tout calme, il s'énerve jamais et tout. Qui contraste avec le personnage de Leonardo DiCaprio, qui est en angoisse totale, quoi. Oui, aussi. Et ouais, en fait, c'est rempli de personnages marquants, en fait. Et puis, il y a aussi ce truc, des milliardaires, là, qui ont une base, qui s'appelle comment? C'est le truc de Noël, là. C'était. je sais plus quoi de Noël. Je sais plus. Et toi, délire autour de Noël pour faire tout un, Les aventuriers de Noël, c'est pas ça? Ouais, c'est peut-être un truc comme ça. C'est un truc comme ça, mais c'est un nom complètement con, oui. Ça donne un côté, il y a un côté fun et drôle au film. Gros côté, ouais, comme ça. Bah, de toute façon, le film, il est fun, hein. Les personnages, même, ils sont pas caricaturaux, ils sont tous un peu déjantés, quoi. Ils ont tous un peu ce truc, et ils sont marquants, voilà. J'aime bien la morale du film, comme qui dit, aller faire des manifs, quoi. Voilà, c'est pas mal, je trouve. Parce que c'est aussi un truc qui tape sur les gros blancs bourgeois, sur l'extrême droite et tout, où on retrouve un peu, justement, comme on disait sur les premiers films du top, comme Nick Nunn, comme Weapons, cette fameuse carte de l'Amérique, quoi. Enfin, Ah oui, un portrait d'une Amérique divisée, oui. Voilà. Parce qu'en plus, lui, il y a cette histoire avec sa fille, parce que lui, c'est un ancien révolutionnaire, mais en fait, maintenant, il s'est un peu posé, il a plus trop envie, de faire des manifs, tout ça, enfin... C'est un peu, il reste à la maison, il regarde la télé, quoi. Il est rouillé. Il y a ce truc un peu de génération aussi, de fossé de génération en génération. Moi, je pense à tu sais, les gens qui ont fait mai 68, là, à l'époque, qui maintenant sont tous devenus de droite, quoi. Enfin, voilà, c'est... Il y a un peu ce truc-là, quoi. Et ouais, non, il y a ce portrait de l'Amérique qui est assez fou, et oui, c'est super bien filmé. Moi, c'est mon premier film, de Pitié. J'ai pas vu les autres, j'en ai vu aucun. Blasphème. Ouais, ça... Non, mais ça me donne envie de voir ces autres films. Ah non, c'est mon deuxième, j'avais vu Phantom Thread que j'avais pas aimé. Mais peut-être qu'il faudrait que je le revoie, voilà, avec le recul. Maintenant que, voilà,
comprends peut-être mieux le cinéma, l'écho, tout ça, avec le podcast, en parlant avec toi, tout ça, peut-être que voilà, je suis mieux préparé à regarder un film. Après, il est quand même plus accessible que Phantom Thread, une bataille après l'autre quand même. Je pense aussi. Oui, c'est un film comme t'as dit, à plus de 100 millions de budget. Je pense que c'est aussi fait dans l'idée d'être peut-être plus grand public, mais oui et non. Mais c'est quand même un film. Oui, mais voilà, mais c'est quand même un film où comment dire, Pitié n'est pas du tout limité dans ce qu'il fait. Vraiment, pour moi, ils l'ont laissé complètement faire ce qu'il veut. Oui, c'est pas un film qui ressemble à un autre de toute façon. On voit qu'il n'est pas du tout dans des carcans ou quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ouais, non, moi c'est un super film. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis c'est un des films de l'année qui m'a marqué. Ça m'étonnerait pas qu'il gagne l'Oscar du meilleur film, parce que là j'ai vu en plus que je crois que c'est IMDb qui a fait une stat là, il montre que en fait pour l'instant les cérémonies, les 2 films qui ont gagné le plus de prix pour l'instant, c'est One Battle After Another et Sinners. Voilà. Donc je pense qu'ils vont avoir des prix. Et One Battle After Another, au Golden Globe, c'est même le plus nommé, je crois. De tous les films, donc il part un peu favori, et je pense qu'il y a moyen que ce soit un peu l'Oppenheimer d'il y a 2 ans, quoi, qui est le truc qui rafle tous les prix et tout. C'est possible, hein. Et ouais, mais moi c'est le seul problème que j'ai eu avec le film, vraiment le gros problème là que je me souviens, c'était la musique. Moi, que j'avais beaucoup de mal avec la musique, et je trouvais que des fois elle enlevait un peu de la tension du film et tout, parce qu'elle était ultra répétitive, et je trouvais que des fois elle pétait pas, quoi. J'avais l'impression qu'elle allait péter et elle pétait pas, et moi ça me perturbe des fois, ce genre de musique. Mais voilà, c'était ça mon problème avec le film. Moi, je dirais peut-être que voilà, la qualité de ses défauts. Teyana Taylor, elle est tellement bien dans les 30 premières minutes que t'as envie de la voir en vrai. Peut-être aussi sur tout le film, quoi. Oui, c'est vrai que c'est assez. Tu te dis putain, quand même. C'est frustrant. Elle est tellement marquante que voilà, t'as peut-être envie de la voir plus. Et voilà, c'était notre avis sur notre top 3, une bataille après l'autre. Et on continue. On va aller au top 2, Ista. 还能看到，你绝对没在电影院看到过这种玩意儿。这种电影很有爆炸性。导演李阳的第1部长片作品。 Escape from the 21st Century, voilà, je l'ai bien dit, un film chinois de Yang Li. Voilà, ça se passe en 1999. 3 adolescents découvrent qu'un simple éternuement leur permet de voyager dans le temps, et donc ils sont propulsés dans leur corps de 20 ans après, donc dans un 2019, mais un 2019 qui n'est pas notre 2019, c'est-à-dire que c'est une projection dans un monde de SF qui est un monde assez différent. Et c'est, voilà, on l'a mis tous les deux dans notre top. Toi, tu l'as mis top 9, moi je l'ai mis top 1, voilà, c'est mon top 1 de l'année. Et oui, voilà, c'est mon film préféré de l'année, je pense. Bon, voilà, en vrai, c'était compliqué. J'ai plein de films que j'aime beaucoup, mais voilà, je l'ai mis top 1. Et c'est peut-être le film, non, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est le film le plus fun que j'ai vu de cette année pour moi. Voilà, je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu 2 fois au ciné parce que j'ai pris ma claque, j'ai kiffé, quoi, vraiment. C'est-à-dire que, en fait, c'est un film où il faut pas chercher un réalisme certain, quoi. C'est-à-dire que c'est pas rationnel ce qui se passe, quoi. Et je pense que les Asiatiques, ils ont beaucoup plus de lâcher prise que, on va dire, le cinéma plus occidental, à savoir dans le côté lâcher prise, dans le côté tout doit pas être rationnel, tout doit pas être expliqué, tout n'est pas forcément compréhensible, mais il faut accepter complètement la proposition, c'est-à-dire de se laisser aller. Et si tu acceptes ça, je pense que tu vas passer un super moment. En fait, il faut pas rationaliser ce qui se passe dans le film, quoi. Et là, on a cette projection dans un monde de SF que j'avais pas trop vu avant. Et en fait, ma séance a été incroyable. Faut que je dise, j'étais sur mon siège, j'étais à fond, quoi. C'était vraiment une des meilleures séances de ma vie parce que il y a tout dedans, en fait, dans ce film. Il y a tout. Et tout fonctionne. Là, c'est un film d'action où l'action est folle. C'est un film humoristique qui est extrêmement drôle. C'est un film de SF qui est super inventif. C'est un drame qui me prend vraiment dans ses personnages. Et même la romance, elle est cool. Enfin, vraiment, je pense que ce film, il fait plein de trucs, il traverse plein de genres, etc. Et il le fait, tout ce qu'il fait, il le fait bien, quoi. Et chaque séquence qui se suit, elle est plus folle que la séquence d'avant. C'est ça qui est fou, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, mais qu'est-ce qui va me sortir? Et il te sort encore une séquence, mais qui est complètement inattendue, qui est folle, quoi. C'est hyper stimulant, en fait, comme visionnage, je trouve, ce film, quoi. C'est-à-dire de se dire, putain, mais je suis excité de la prochaine séquence, de la prochaine scène, parce que là, cette scène-là est tellement bien que je sais qu'il va me redonner, quoi. Parce que c'est un film qui est pas très long, il fait 1h30, 1h40, hein, voilà. Et il y a tout le temps des idées, quoi. Des effets. Faut pas être épileptique, hein. C'est comme Chainsaw Man. Faut pas être épileptique, je pense, dans le film. Mais le montage du film est dingue. C'est le meilleur montage que j'ai vu de toute ma vie, quoi. Le montage, parce que le film se passe à 2 époques. Il y a énormément d'incrustations, d'effets et d'animation, en fait, dans le film. Parce que c'est un film live action, hein, mais dans lequel on incruste, de l'animation dans l'image, parce que il y a pas mal de scènes de combat qui se rapprochent de l'animation japonaise et du jeu vidéo, hein, je pense, des deux. Je
pense que il y a pas mal de références de ce côté-là du réalisateur. Et il faut le dire, le film est magnifique, mais vraiment magnifique. Même dans ses effets et tout, il y a un côté cartoonesque et kitsch à certains effets, etc. Il y a un moment où les personnages reviennent complètement musclés et on voit que c'est des faux muscles, etc. Mais il y a un côté un peu cartoon et on voit que le film a pas beaucoup de moyens, mais je trouve que ça l'empêche pas d'être hyper inventif, quoi. Et donc c'est le genre de film que tu regardes, tu dis, c'est pas parce que t'as pas de moyens que tu peux pas faire un truc complètement stimulant et complètement, enfin vraiment bien fait, quoi. Et moi, toutes les séquences en animation, mais franchement, mais c'était le pied, quoi. C'était vraiment le pied, quoi. Et même le concept du voyage dans le temps que je trouve super, quoi. Du fait d'avoir un éternuement et tu te retrouves dans ton corps 20 ans après, en fait, et tous les effets comiques liés à ce voyage dans le temps, je vais pas spoiler du tout la séquence, mais une séquence avec un vélo et où ils doivent remonter le temps pour changer quelque chose, mais le comique de répétition, il m'a fait mourir de rire au cinéma, quoi. Et le film a plein de références qui sont hyper plaisantes quand tu les as. Enfin, Street Fighter 2 est important pour le climax de ce film. Enfin, je veux dire, mais vraiment, le jeu Street Fighter 2, c'est pas genre juste une référence, c'est genre le jeu Street Fighter 2 est important, quoi. Mais t'as pas besoin d'avoir toutes ces références pour... Tu crois qu'au début c'est une référence. Oui, mais c'est ça. Mais t'as pas besoin, pour kiffer le film, t'as pas besoin d'avoir toutes les références. Enfin, tu peux être emporté largement par le film, quoi. Parce que le film, il s'essouffle jamais, mais vraiment, il est hyper rafraîchissant, quoi. Et même les persos, parce que là, je parle de l'aspect visuel, de l'aspect, on va dire, décomplexé du film qui m'engage, etc. Et dans un montage qui est complètement fou, quoi. Mais les persos, ils sont pas du tout en reste, quoi. C'est ça qui m'a vraiment choqué, quoi. Parce que ça aurait pu être une super expérience visuelle, et de fun, mais aussi, mais les persos, je les trouve hyper attachants, quoi. Ils ont tous de la consistance, ils ont tous une histoire intéressante, ces trois personnages, et parce que c'est l'histoire d'un passage à l'âge adulte, en fait, pour ces personnages, et ils ont pas le même traitement, quoi. Et toutes leurs histoires s'imbriquent super bien entre elles, quoi. Parce qu'en fait, c'est un film, effectivement, d'action où ils vont devoir se retrouver à sauver le monde, pour le coup. Mais c'est vraiment un film de passage à l'âge adulte dans ça, quoi. Et bien que le film est hyper humoristique, l'humour désamorce pas du tout les enjeux. C'est-à-dire que les enjeux, bien qu'ils soient complètement irréalistes et parfois un peu loufoques, ils sont traités au premier degré. C'est-à-dire le film croit au drame de ces personnages. Le film est hyper sincère sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui leur arrive, quoi. C'est ça qui me touche vraiment, en fait, dans le film et dans ces personnages, quoi. Et moi, j'aime beaucoup les films d'été, les films nostalgiques de un peu l'un des derniers étés de notre enfance, etc., de quand on est jeune. Et le film est pas du tout dans la révérence dans un discours de c'était mieux avant, etc., mais il y a quand même un rapport nostalgique à l'été et qui m'a vraiment touché, quoi. Et quand j'ai vu le film, ça m'a frappé, et je crois que je te l'ai dit, hein. Mais en fait, je crois que Everything Everywhere All at Once, c'était pas si bien que ça, je crois. En fait, j'ai pas envie du tout de revoir le film, parce que là, je me dis, mais en fait, en termes d'idées, je pense que ce film défonce Everything Everywhere All at Once, mais largement, quoi. Vraiment, hein. Et même dans la consistance et tous ces personnages, enfin, je trouve ça, après, j'ai pas envie c'est vraiment en rétroactivement, quoi. Mais Everything Everywhere All at Once, j'avais aimé, hein. Il faudra le revoir, moi. Mais là, je me dis, en voyant ce film, je me dis, il fait pas le poids du tout, quoi. Vraiment. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur de le revoir, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, moi je pense que oui, effectivement, n'importe qui va regarder le film, s'il est pas coincé, s'il se laisse emporter, il va kiffer. En fait, je trouve que c'est pas possible de pas aimer ce film, surtout des gens de notre génération. Enfin, moi bon voilà, il revient en 99, moi je suis né en 1999, voilà. Et voilà, le film, dans les défauts, il est peut-être un petit peu grossophobe. Le film est clairement un peu grossophobe, je pense. Mais voilà, mais bon, ça m'a pas gâché mon visionnage, mais vraiment, ça m'a fait beaucoup de plaisir, en fait, de voir ce film. Et même si, par exemple, un truc que je me plains, c'est la musique de Bonnie Tyler, par exemple, c'est d'entendre I Need a Hero dans tous les putains de films hollywoodiens. Et ben, c'est la meilleure séquence qu'utilise cette musique que j'ai vue au cinéma de toute ma vie. Donc, voilà, on peut le faire bien. C'est ça la question, on peut le faire bien. Et voilà, moi, j'ai après, cette année, ça allait, mais c'est... Oh, c'est chaque année. Non, je trouve... Non, mais je crois qu'en 2023, il y a 4-5 films qui l'ont sorti, à 2 mois d'intervalle, enfin, 1 mois d'intervalle. Enfin, il y avait un moment où c'était abusé. Ouais. Mais bref, voilà, moi, mon avis pour le film, c'est mon top 1. J'ai kiffé. Ista, toi aussi, tu as kiffé. Ouais, bah, moi j'ai énormément kiffé. Moi j'avais entendu parler du film par Écran Large qui disait il y a un Scott Pilgrim chinois là. C'est mieux que Scott Pilgrim. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc à la Scott Pilgrim. Oui, mais il y a comme ce truc. Scott Pilgrim aussi où il fallait pas chercher du réalisme, quoi. Oui, et puis même dans les combats, le fait d'incruster de l'animation et tu sais, des onomatopées, des trucs très bande dessinée, tu sais, dans l'image, dans les combats, etc. Ça rappelle évidemment Scott Pilgrim, clairement, quoi. Ouais, puis faire des refs aux jeux vidéo, etc. Clairement. Ouais, bah je suis d'accord avec toi. Les personnages sont super attachants. Moi, ce que je trouve fort aussi, c'est qu'en fait, il y a ce truc-là
deux timelines et en fait t'es jamais perdu quoi. Tu comprends très bien ce qui se passe. Je trouve que c'est vachement fluide, c'est vachement, j'allais dire lucide, mais je sais pas si ça se dit, mais enfin bref. En tout cas, tu comprends très bien ce qui se passe. Il y a aussi techniquement le fait aussi que ça change de format beaucoup. Alors parce que moi je pense à ça parce que dans Transformers 5 là, ça m'avait saoulé le changement de format. J'ai dit putain mais c'est quoi, ça me fait mal au crâne et tout. Et en fait là je trouve que c'est trop bien fait. Oui, parce que c'est bien incrusté, parce que c'est pas comme dans Transformers où bon la logique je pense échappe vraiment, mais c'est vraiment que en fonction des époques etc ça joue vraiment bien avec la format d'image, avec le grain d'image etc quoi. Ouais, en fait malgré que ce soit un film un peu foutraque, un peu le bazar, enfin ça part dans tous les sens quoi, dans voilà, mais il y a quand même une logique quoi. Il y a quand même une logique derrière dans la mise en scène, dans les formats et tout, et comme t'as dit c'est par rapport aux époques et tout, à ce que ça raconte etc. Et ouais, les effets spéciaux sont cool, les personnages sont super. Voilà, je pense il y a des scènes complètement folles. Je pense la scène où il saute du building là avec les ordinateurs et tout, enfin c'est n'importe quoi. Il y a plein de scènes ultra marquantes en fait qui sont marquantes visuellement et qui vont te rester forcément quand t'auras fini le film. L'histoire est chouette, t'es appliqué comme t'as dit. Oui, en fait c'est voilà, je sais qu'à l'époque ce qui a été beaucoup reproché au MCU c'est l'humour qui désamorce le drame, et effectivement là tu l'as pas. Quand c'est dramatique, bah c'est dramatique jusqu'au bout quoi, et quand c'est fun et voilà, c'est assez et cool. même quand ces enjeux paraissent complètement loufoques ou quoi, ils croient vraiment à cette histoire quoi, au côté dramatique de ce qui se passe quoi, alors que pourtant dans d'autres films ça peut-être tirerait sur le côté humoristique de la chose plutôt pour désamorcer le truc quoi. Ouais, clairement. Je pense que dans un film américain, il y aurait peut-être ça. Et là, le fait que ce soit un film chinois, j'ai l'impression qu'il se lâche plus. En tout cas, c'est un film qui est vraiment va dans l'excès, mais dans le bon sens quoi. C'est fun, comme on dit. Et ouais, je me suis beaucoup amusé devant ce film, et je pense que c'est quand même, ça fait partie des meilleurs films de l'année dans le côté fun, action. C'est vrai que les scènes d'action c'est peut-être ce qu'on a eu de mieux. Voilà, en plus c'était un film que j'attendais pas du tout moi, qui est sorti un peu comme ça de nulle part, j'ai l'impression. C'est vraiment une grosse claque, et ça a recommandé, ça à voir vraiment. Après, qu'est-ce que je peux dire de négatif? Je sais pas trop quoi dire. J'y vais dire comme toi. Non mais je sais pas. Quand je sais pas, je dis comme toi. Voilà, c'est grossophobe un peu, hein, non? Après c'est dur des films que t'aimes bien dans l'année de dire oui. Mais voilà, pour le coup c'est notre top 2, enfin c'est mon top 1 et son top 9, mais voilà, c'est le top 2 de notre podcast. Et peut-être avant de passer au top 1, Ista, on va peut-être chercher des petites mentions honorables, des petits trucs qui n'ont pas forcément fait le cut, tu vois, au final, pour recommander peut-être des films de l'année. Moi, il y a un film qui s'appelle Résurrection, qui est sorti là récemment de Bigan, qui m'a complètement soufflé, parce que là aussi, enfin, il faut accepter le parti pris de départ, qu'en fait on est dans un espèce de, je sais même pas comment définir, un trip ou quoi, un film extrêmement sensoriel, qui se rapproche plus d'une expérience un peu de onirique quoi. En fait on va suivre plusieurs tableaux de 30 minutes qui ont pas vraiment de rapport narratif entre eux quoi. On passe d'une séquence qui est un hommage pendant 30 minutes au cinéma muet d'expressionniste allemand à un espèce de thriller avec un tueur et tout ça. Enfin, on passe de plusieurs tableaux à la fin avec un plan séquence complètement dingue de 30 minutes. Je pense que c'est un des meilleurs plans séquences que j'ai vu de toute ma vie, et je le dis vraiment quoi. Et avec des vampires, tu vois. Enfin, il y a plein de mythes différents, et c'est très lancinant. C'est une certaine atmosphère. Je ne saurais même pas comment vraiment définir le film. Je peux même pas te dire narrativement ce qu'il raconte, parce que c'est pas vraiment comme ça qu'il faut prendre le film pour le coup. Mais qui est un film c'est une expérience quoi. C'est vraiment une expérience que j'ai vécue au cinéma, qui m'a mis vraiment dans une certaine transe. Et j'ai jamais vu un film comme ça. Et je peux que le recommander. Je peux pas le définir. Je peux pas vous dire exactement ce que vous allez ressentir. Mais voilà, vous allez ressentir quelque chose. Ça, je peux vous le dire si vous allez voir Résurrection de Bigan. Faut que je donne un... Oui, si t'as deux, trois trucs de ton top qui n'ont pas fait le cut. J'ai envie de parler de Bring Her Back, parce que voilà, on en parlait tout à l'heure, Bring Her Back. Substitution. Voilà, substitution en français, effectivement. Tu vois, là, il y a une scène avec le gamin qui mange à une table. Oui, c'est un film d'horreur assez violent, quoi, pour le dire. C'est ça. Il y a ce côté un peu viscéral, un peu violent, comme t'as dit, et qui moi m'a marqué quand même. Il y a 2-3 scènes avec le gamin, notamment, qui me restent en tête. Enfin, elles m'ont tellement marqué, elles m'ont choqué que
tu te les retiens. Donc ouais, c'est un film je trouve réussi, mais je trouve aussi que ce que ça racontait c'était chouette quoi. Et un film sur le deuil, etc. aussi. Ouais, c'était un film sur le deuil et tout. Ouais, non, je trouvais que c'était vraiment réussi. C'était plutôt, il y avait tout un truc autour de la pluie, autour de l'eau notamment, du thème de l'eau aussi, je trouve. Voilà, on en avait parlé, en tout cas, on a fait un podcast et moi j'avais beaucoup aimé. On avait tous les deux plutôt aimé. Ouais. C'est des films faits par des youtubeurs quand même. Et voilà, comme quoi les films de youtubeurs, bah des fois c'est pas nul. Donc c'est l'exception. Je sais pas. Voilà, je sais pas, mais bon. Oui, c'est vrai que c'était sympa. C'était très bien. Bring Her Back aussi, pour le coup, quoi. Et je vais peut-être recommander un film français, parce que j'en ai pas. Je ne l'ai pas mis dans mon top, mais il y a un film qui s'appelle Nino. Voilà, qui est sorti, qui est un premier film, il me semble, qui est de Pauline Loquet, ou Loquet, je sais pas comment dire, où on va suivre Nino, et en 3 jours, en fait, qui va devoir affronter une épreuve, c'est à savoir il apprend qu'il a un cancer, et on va suivre un petit peu ses déambulations, en fait, dans la ville, ses rencontres, etc. Et c'est un film très touchant, qui est aussi d'une sobriété qui pour un sujet comme ça qui est très bien fait, qui est fait de pas mal de rencontres, de moments touchants, avec une super performance de Théodore Pellerin, qui est une révélation, et je pense il y a une grande chance qu'il gagne le César de la révélation de l'année. Mais voilà, c'est un film français qui m'a pas mal marqué, qui est très touchant, et je pense que voilà, il peut marquer pas mal les gens. Mais voilà, c'était juste pour remplacer un petit comme ça. Ok. Et Ista, est-ce qu'on passerait pas au top 1? On y va. On y est. Allez, top 1. Superman de James Gunn. Voilà, il est top 3 de mon top personnel et top 1 du top 10 stars personnel. Voilà, on y est. On y est, c'est notre top 1, Superman. Voilà, on a fait un énorme épisode dessus, un des plus longs épisodes de notre podcast dessus, donc on va pas revenir sur chaque petit élément non plus, mais effectivement, on a beaucoup aimé et on aime de base le travail de James Gunn. Et de toute façon, c'est un film, on en a parlé toute l'année, je pense, dans les news de la semaine. C'est un film qui avait énormément sur les épaules, à savoir démarrer un nouvel univers. Et nous deux, on a eu personnellement ce qu'on voulait, en fait, en vrai. C'est-à-dire de ce genre de film, de ce qu'on attendait. C'est pas un film parfait, je pense que c'est un film un peu bordélique, mais moi, c'est ce que je retiens surtout, c'est que c'est un film extrêmement généreux. Et voilà, je vais te laisser parler peut-être en premier, vu que tu l'as mis en top 1. Moi? Ouais, parce que j'ai parlé d'Escape from 21st Century avant, donc voilà, t'as adoré le film, Ista. Ah bah moi j'ai adoré le film. Pourtant la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode je sais pas. Je sais pas quoi en penser et tout. Et je l'ai vu plusieurs fois. Je crois que je l'ai vu 5 ou 6 fois. Enfin, c'est le film que j'ai le plus vu de l'année. Vraiment, oui, je l'adore. Voilà. Je trouve que David Corenswet est super. Son Superman, moi je le trouve très attachant, beaucoup plus que celui d'Henry Cavill. Il a ce truc où il est pas parfait, ce Superman là. Il est un peu, voilà, il a ce côté, je sais pas comment dire, mais il est pas tout droit, tout carré, quoi. Il est plus humain. Voilà, il est plus humain, je trouve, que celui de Cavill. Et moi, j'aime bien ce côté-là de Corenswet et tout. Et puis, le Lex Luthor de Nicolas Hoult, quoi, qui est génial. Et il fait beaucoup de mèmes sur les réseaux. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il a fait de Nicolas Hoult de son Lex. Je trouve que c'est le meilleur Lex qu'on a eu au cinéma. Parce que même moi, celui de Gene Hackman, qui est quand même culte pour beaucoup de monde, enfin, moi, c'est pas le Lex que je vois. Enfin, moi, c'était plutôt celui de la série d'animation que j'aime bien, ou des comics, quoi. Puis ce côté... ça tape sur les milliardaires, sur aussi les colonisateurs, voilà. Cette histoire avec le Jaranpour et tout, où tout le monde a dit, en fait, il parle de Israël-Palestine. Lui, il dit que non. Moi, je pense qu'il se fout un peu de notre gueule, mais je pense que voilà. je pense qu'il en parle, mais il veut pas le dire. Voilà. Parce qu'il fait son centriste sur les interviews. Monsieur Gunn, mais ouais, moi c'est tout ce que ça raconte. Le duo Lois et Clark qui est super. Les scènes d'action, Crypto, je trouve que ça bouge tout le temps, c'est hyper prenant. Le film il passe super vite. Mister Terrific est génial. Enfin tous ces personnages, comme il fait Gunn souvent avec ses personnages un peu de comment on dit. Enfin il prend des persos dont tout le monde s'en fout et il en fait des trucs incroyables à chaque fois. Le Dalton Fillion de Green Lantern dont tout le monde avait peur, tout le monde allait dire ça allait être nul, qui au final
est devenue la fan favorite, voilà. Ouais, et puis tout ce côté, comme t'as dit, généreux, ce côté nouvel univers aussi, voilà. Voilà, on entre dans un nouvel univers d'ici, mais en plus un univers où on nous dit il y a déjà des super-héros. Voilà, on fait pas un truc qui se rapproche de la réalité. On fait vraiment un film où on crée un univers déjà établi avec des super-héros, tout ça. Ça d'ailleurs, ça me fait penser un peu en parlant à My Hero Academia, où il y a plein de super-héros, mais c'est accepté par tout le monde. Et ouais, moi je trouve que c'est un film aussi qui est très très humain, quoi. Il y a tout ça, un truc autour de l'humanité, et je trouve ça beau. Voilà, c'est un beau film. Moi, après, il y a un truc qu'on a dit dans la critique à l'époque. Je pense qu'on a dit une connerie sur notre critique sur Superman. Al. Oui. On a dit une connerie sur la musique. Parce que je me souviens que tu as dit, ouais, la musique est pas ouf et tout. Non, la musique, elle est trop bien. L'OST, elle est incroyable. Parce que là, quand j'ai revu le film, là, non. Je vais m'expliquer après. Le thème de Lex Luthor, le thème de Lois et Clark, le thème du Daily Planet, le thème de Superman, qui est modernisé, réorchestré, tout ça. Non, moi, je trouve l'OST, la chanson, punk rocker, des Teddy Bears et tout. Non, moi je trouve que la musique elle est folle dans ce film. Moi je trouve que on a dit de la merde. Voilà, je le dis. Et voilà. Voilà. Après moi j'aime beaucoup le film. Alors moi je trouve pas forcément qu'on a dit de la merde dans la musique. En fait, moi ce que je reprochais à la musique, j'ai toujours dit que la musique était bien, mais elle se reposait peut-être un petit peu trop sur le thème de John Williams qui est une réorchestration. Tu parles du thème principal, mais moi je te parle des thèmes d'à côté aussi. Justement, moi je trouve que les thèmes à côté sont pas si marquants que ça. Enfin, ils m'ont pas retenu la rétine. La rétine. Je trouve que c'est faux. Moi, je te dis que moi, en tout cas, j'ai pas vraiment retenu, et même dans les scènes d'action, etc. Mais, effectivement, quand il y a la musique de John Williams qui est orchestrée, oui, j'ai les frissons, je te le dis. Mais c'est du cheat code. C'est comme ça marche, et voilà, je vois le truc. Oui, mais moi, je trouve que les thèmes à côté aussi, le thème de Lex, le thème de Lois Clark, des plates. Là, quand j'ai revu le film, je l'ai revu il y a pas longtemps, je trouve qu'il y a énormément de thèmes marquants, quoi. Moi, je trouve que tout ce qui sort de la réorchestration du thème principal de Superman m'a pas marqué, mais même pas. Voilà, il y a peut-être le thème de Lex Luthor quand je l'ai écouté un peu à côté et tout ça, et quand quand on le voit pour la première fois, j'avoue que je l'entends, mais à part ça, oui, après franchement c'est une toute petite critique, alors parce que j'aime bien, et oui, Pump Runker à la fin ça marche quand ça finit sur ça et tout, mais bon voilà, moi j'aurais aimé un truc qui accompagne certaines scènes d'action, voilà, en tout cas que j'entende plus, quoi, parce que je les ai pas entendus. Mais bref, voilà, je sais pas pourquoi tu m'as focus sur ça. Rebatte-le, t'as pas bien entendu. Moi je l'ai vu 3 fois. Ça. Mais enfin bref, on en a tellement parlé de ce film, et je trouve qu'il y a tout ce qu'on critiquait des films de super-héros, sur pas mal de points, en fait, il fait l'inverse, il fait mieux, quoi. Enfin, c'est-à-dire que il évite l'origin story ennuyeuse qu'on a déjà vu 501 fois. Il évite le style Batman Begins, le style qui a été amené par Christopher Nolan, et j'adore la trilogie de Dark Knight, je le dis, surtout de Dark Knight et Batman Begins, mais le côté rationalisé, tout, quoi. Le côté terre à terre, absolument. Le côté, qu'il y avait dans le MCU, et que pendant longtemps, à part les Gardiens de la Galaxie, effectivement. Donc voilà, je pense qu'on retrouve ça. Mais je trouve que là, le film, il assume son côté comic book movie. Il n'y a pas beaucoup de films de super-héros qu'on a eu qui assument leur côté comic book movie dans les 15 dernières années, quoi. Le côté... les gens l'ont dit, mais on a l'impression de voir un comic book. Il a réussi à me faire un comic book en film, en film live, en film tout court, quoi, en film de cinéma, quoi. Parce que c'est ça la question, parce que en fait, qu'est-ce que c'est faire un film comic book ? C'est dans le ressenti, c'est dans, certains traits visuels, mais tu peux pas transposer un comic book au cinéma, c'est pas possible, tu vois, tu peux pas, ça sert à rien de recopier des cases ou quoi. Et de toute façon, le film n'est pas une adaptation d'un comic book précis ou quoi, tu vois. Il s'inspire évidemment de certains trucs, mais c'est vraiment le côté assumé kitsch, en fait, le côté cartoonesque poussé, quoi, dans les couleurs, dans tous les visuels, quoi. Et le film, je pense que certains ont pas adhéré, ils ont tout à fait le droit, mais ils ne peuvent pas le nier que le film a une personnalité dans ses choix de cadre, dans même ce côté grand angle déformant, voilà, qui est qui démarque d'une personnalité d'un auteur qui est celui de James Gunn. Et il y a des gens qui aiment bien ou qui aiment pas James Gunn, mais on peut pas dénier qu'il a une vision qui est singulière du film de super-héros, quoi. Et fini les blockbusters gris, complètement gris, quoi. Là, on a de la couleur, on a des films solaires. Ouais, les Rousseau, là. Je l'ai pas dit, mais voilà. Mais en fait, c'est pas forcément un problème qu'un film soit gris, un film peut être gris, mais t'as l'impression que c'est devenu une charte, comme si c'était obligé que ce soit gris sur tous les blockbusters. Là, on a de la couleur, on a un film solaire sur Superman. Pour moi, ça fait tellement de sens de faire un film solaire, parce que oui, le soleil est important dans le film, il est traité comme tel, et parce que oui, Superman, il a un rapport avec le soleil, quoi. Et
oui, peut-être qu'il pousse trop parfois la couleur. C'est peut-être trop criard parfois sur certains plans, je le reconnais. Mais au moins, voilà, il a poussé les potards à fond, quoi. Et oui, voilà, moi j'adore le côté fantastique à assumer, quoi. On a Crypto dans un film, et oui, et bah voilà, ça passe. Et il te met plein de personnages. Il y a un vrai parti pris, en fait, que beaucoup de films de super-héros n'ont pas, que beaucoup de blockbusters même n'ont pas. Et moi, je vois au fur et à mesure de l'année, et je sais pas si c'est mes algorithmes ou quoi, mais quand je vois sur Twitter, sur Instagram, sur les trucs, je vois des gens pas mal qui ont été, même après coup, touchés par le film. En tout cas, le film, il est vraiment resté en tête, quoi. Et j'ai vraiment l'impression, enfin, moi, tu vois, tu me parles des films super-héros de l'année, même des blockbusters. Mais moi, j'ai vraiment des scènes en tête de Superman, des personnages qui m'ont pas mal marché. Et puis, enfin, qu'est-ce que c'est généreux. T'as plein de personnages hauts en couleur, enfin, de fantastiques assumés, t'as un kaiju, quoi. T'as une rivière de protons, t'as Métamorpho, qui est un personnage qui est complètement fantastique, enfin, voilà, qui est fait en plus en partie en maquillage. Enfin, il y a vraiment plein de trucs dans le film. Peut-être trop, oui, peut-être qu'il y a trop de personnages, peut-être qu'il y a trop de couleurs, je sais pas, peut-être que c'est trop, mais moi je vais pas me plaindre qu'un blockbuster me donne trop, vu qu'en ce moment les blockbusters ils donnent pas grand-chose pour le coup. Donc je vais pas certainement pas me plaindre de ça, quoi. Et effectivement, si c'est ça le problème, c'est qu'il est trop généreux. Bon bah écoutez, excusez-moi, hein. Franchement c'est un peu dommage, quoi. Et moi j'adore les personnages, parce que là c'est vraiment le point fort de James Gunn, c'est-à-dire que il arrive toujours à te faire aimer le personnage par une petite caractérisation, par un petit truc qui les rend tout de suite vivants. Voilà, en fait, de manière hyper efficace, hyper attachant, on croit toujours en ces personnages. Lui croit toujours en ces personnages. Lois et Clark, effectivement, c'est les meilleurs Superman et Lois Lane qu'on ait vu, leur alchimie, enfin, la scène de discussion de 8-9 minutes, là, je sais plus combien de temps, enfin, pour le coup, effectivement, qui est très intense et qu'on voit rarement dans ce genre de film de super-héros, pour poser les gens en jeu, c'est hyper efficace, il y a une super alchimie entre eux, et oui, pour moi, c'est le meilleur Superman. Alors, après, je sais qu'il y a des gens qui sont fans de Christopher Reeve en Superman, et il était exceptionnel en tant qu'acteur. Je viens de dire, Christopher Reeve, quand j'ai revu, il est vraiment incroyable, mais c'est vrai que ces films... Ouais, bah c'est le papa. C'est, voilà. Non mais vraiment, même pas en termes de nostalgie ou quoi. Il est vraiment, quand tu regardes le film, il est incroyable. Genre vraiment, dans sa physicalité, dans sa manière d'être, je le trouve vraiment bon, quoi. Mais ces films, je suis pas tant attaché que ça à eux, et je trouve que je les trouve un peu surcotés, parce que oui, effectivement, c'est le papa. Non, t'es vieux. Non, t'es jeune. Mais voilà, j'ai pas ce rapport nostalgique, effectivement, sur le film, et heureusement, mais moi, je prends le film pour ce qu'il est, et moi, je trouve que Superman, c'est un film, voilà, pionnier, etc. Techniquement, je trouve pas que c'est un grand film non plus, tu vois, même de film de super-héros, le premier Superman, quoi. Donc bon, voilà, après, les gens vont pas être d'accord ou quoi, mais je pense qu'il y a un rapport nostalgique à ces films-là où, en fait... Non, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Non, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des rapports nostalgiques à ces films-là, et genre, bon, bah, c'est des films intouchables pour eux et tout. Enfin, voilà, tu sais, comme les Star Wars et des trucs comme ça. Enfin, bref, tu vois un peu ce que c'est. Et moi, tous les persos, en dehors même des persos principaux, tous les persos secondaires, ils existent vraiment. Tu l'as parlé de Mr. Terrific, mais qui parierait que Mr. Terrific, il serait aussi bien caractérisé, aussi fun et aussi bien interprété, quoi. T'as Crypto dans le film. Crypto, c'est un vrai personnage, c'est pas juste un chien, pour le coup. Enfin, voilà, il a une vraie personnalité et tout dans le film. Même les tout petits personnages, enfin, Nathan Fillion en Green Lantern avec sa coupe complètement coupe au bol complètement folle. Enfin, putain, mais merci d'assumer autant le kitsch, quoi. Autant, enfin, c'est un truc de fou. Même F. Stechmacher, qui est un personnage qui est vraiment hyper secondaire, qui est la petite copine de Lex Luthor, qui est caractérisée au début comme une espèce de gogole et tout. Bah, James Gunn, il est pas con. Il va dire que non, c'est pas forcément qu'une gogole, etc. Il va creuser un petit peu le personnage par des trucs hyper simples mais hyper efficaces, quoi. Ouais, ça j'aime bien ça. Et tu l'as dit, ouais, Lex Luthor, mais voilà le vrai Lex Luthor, je suis désolé. Mais c'est vrai que les autres Lex Luthor au cinéma, combien même on met de côté le côté comics accurate ou quoi, bon, bah voilà, celui du Superman de Richard Donner, celui de Zack Snyder avec Jesse Eisenberg et tout. Ah, c'était pas les meilleures parties de ces films-là, quoi. Et là, pour le coup, on a un vrai haineux, un vrai méchant de comic book movie assumé, quoi, où tu sens la haine. Enfin, moi, Nicolas Hoult, c'est pas un acteur que j'aime bien, mais là, franchement, je trouve que c'est le rageux original, effectivement, quoi. Et ça se voit sur son visage quand il pleure, la limite, quand il croit avoir tué Superman, là. Il a la petite larme aux yeux. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça, c'est vraiment un méchant super, enfin, qui m'a vraiment galvanisé, quoi. Et il oublie pas quelque chose aussi, James Gunn. Les gens existent dans ce monde, la population existe, il l'a fait vivre. De toute façon, déjà, tout le film, Superman passe son temps à sauver plein de gens, plein de populations, tout le temps. Il demande aux gens, vous allez bien, etc. Moi, je trouve ce Superman hyper touchant. Et dans le jusqu'au boutisme qu'il a, on a le personnage de Malik, qui est un personnage qui a aidé Superman et qui va avoir un destin malheureusement un peu funeste. Mais il y a le petit garçon qui brandit le drapeau, la petite dame qui prend sa petite tortue pour partir, pour faire quand elle évacue la ville en bus. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui fait que les gens existent, il y a des enjeux palpables, etc. Même si c'est un film qui est très humoristique, et je trouve que l'humour
parfois fonctionne un peu moins, mais bon, ça m'a pas du tout gâché mon visionnage. Voilà, c'est un film qui a tout ce que j'ai critiqué sur beaucoup de films du MCU, et en plus le film est actuel, il a un propos politique actuel, et il y en a plus beaucoup des blockbusters qui osent parler de choses actuelles, quoi. Pour le coup, maintenant il y a des discussions sur si cet aspect politique est assez développé ou pas. Franchement, c'est là, c'est présent. Alors peut-être que c'est pas le film le plus politique du monde, Superman, mais est-ce que c'est ce qu'on demande à Superman, en fait, d'être le film le plus politique du monde? Enfin, franchement, c'est pas que cet aspect-là soit là ou pas, c'est pas pour ça qu'on aime bien le film, c'est pas pour cet aspect politique. Moi, je serais gré au film de parler de quelque chose, en fait, de parler du monde qui nous entoure, parce que c'est ça aussi le cinéma. Ça, je pense qu'il doit parler du monde qui nous entoure. Pas forcément en faisant le film le plus politique du monde, tu sais, ça a été critiqué, mais vous dites que ça parle de ça, mais c'est pas si poussé. Oui, c'est pas si poussé parce que c'est pas non plus l'objectif du film de faire un film sur ces conflits-là, quoi. Après, James Gunn, il dit, est-ce que c'est pas forcément un conflit sur Palestine, sur la Palestine, Israël, etc. Et c'est peut-être vrai qu'il a écrit le film avant le 7 octobre, etc. Mais quand bien même il l'ait écrit avant, ça fait écho à des conflits actuels présents. Après, tu peux dire que c'est l'Ukraine, la Russie, Israël, Palestine. Il y a plein de conflits dans le monde de toute façon qui peuvent rentrer en compte dans cette idée de coloniser un autre pays, etc. quoi. Et le film au moins pose la question de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que Superman devrait faire dans ces situations-là. Et moi, je trouve que oui, c'est intéressant. Et voilà. Après, le film, faut arrêter de demander au film d'être le film le plus politique de tous les temps, genre en mode voilà, l'objectif du film c'est pas ça, mais il est là. C'est ça qui est important, c'est que l'enjeu politique et le propos politique est présent quand même, quoi. Même si c'est pas le cœur du film. Enfin bref. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Là, je veux dire, après, tu regardes pas un film, tu regardes pas JFK. Mais c'est ça que je dis, c'est un film Superman quand même, tu vois. Même s'il a un propos politique, etc. Le cœur du film, c'est pas le propos politique, mais bon, enfin bref. Bon, voilà, moi on a beaucoup aimé. Voilà, Superman de James Gunn. Et ouais, voilà, nous on a été ravis. J'ai mon défaut, j'ai retrouvé. Oui, moi mon défaut c'est que y a pas assez de Clark au Daily Planet. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, on le voit plus en Superman qu'autre chose. Et parce que ça avait été un peu teasé, ça, quand même, le fait qu'on ait pas mal de Daily Planet et tout. Et en fait, Clark, tu vois, genre, on n'a pas beaucoup, même pratiquement pas du film, Clark et Jimmy Olsen, tu vois. C'est juste au début, ils se disent salut, voilà, on voit qu'ils sont meilleurs potes et tout. Mais après, il y a plus de scène entre eux et c'est un peu dommage, quoi. Jimmy Olsen qui est génial dans le film. Oui, voilà. Oui, mais on verra peut-être avec sa série, hein. Peut-être ça. Oui, peut-être qu'on verra après. Oui, peut-être. Moi, je trouve que le film est pas parfait du tout, hein. Je veux dire, il y a des défauts. Voilà, et on aurait voulu voir plus de si. Il y a des personnages peut-être qui prennent, voilà, qui mériteraient plus. Peut-être le film est trop, le film est pas tout le temps beau. Et voilà, moi, le climax, le côté, voilà, moi, je suis pas fan du double maléfique. Voilà, ça, c'est un truc que j'aime pas du tout dans ce genre de film, mais ça m'a pas. C'était la mode cette année, hein. Ouais, c'est peut-être un peu la mode, mais en tout cas, ça m'a pas gâché le film pour autant. J'ai quand même pris mon pied, voilà. Et oui, voilà, on aime bien Superman. Et voilà, je crois que c'est la fin, Ista. Je crois que c'est la fin. C'était notre numéro 1, donc oui, normalement, il n'y en a plus. À moins qu'il y ait un cachet, mais non. Non, je crois que c'est bien la fin. Donc voilà, c'était notre top de l'année, de la nuit des sorties. Voilà, un top un peu varié. On a quand même beaucoup de cinéma américain quand même, mais pas forcément que du cinéma américain grand public. On a aussi du film chinois, du film japonais, on a du film australien, on a du film d'animation. Donc ça va, on a moins de diversité, je crois, que l'année d'avant. Mais on a quand même pas mal de diversité. Je sais plus exactement. Mais bref, on a fini. Voilà, c'était notre top, le top de la nuit des sorties. On espère que vous avez aimé cet épisode et le flop arrive très bientôt, la semaine d'après. Et on espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça fait plaisir et c'est super important pour le référencement. À nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram et TikTok et YouTube. Et voilà, on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler des flops, les flops de l'année. Oui, à bientôt, ça va être salé. Ciao.